Bonjour, je m'appelle Sylvain Couder, je suis maraîcher et formateur sur Petite Surface. Aujourd'hui, on attaque un premier podcast où on a utilisé une visio que j'ai fait avec d'autres maraîchers qui suivent ma formation, créer sa micro-ferme et réussir ses cultures. Ça nous permet de mettre en avant certaines problématiques qu'ils ont pu rencontrer. Donc, c'est un échange de questions-réponses qu'ils avaient. Donc, on commence tout de suite avec leur première question. Donc, c'est un podcast qu'on va faire normalement une fois par mois avec différents thèmes, différentes questions qui viendront au fur et à mesure de la saison. Donc, on commence ce premier, c'est parti, et je rejoins donc les autres maraîchers pour la première question. L'idée aujourd'hui, c'est un peu de répondre aux questions à quelles vous faites face, si on peut y répondre. Il y avait déjà une première question principale qui avait été soulevée par rapport à l'embauche. Je crois que c'est toi, Nicolas, qui avait posé cette question. Si tu veux bien la reposer pour tout le monde. Ouais, il y avait plusieurs questions en fait. C'était vraiment autour de l'embauche. C'est vrai que moi, du coup, ça m'intéressait de savoir un petit peu comment tu t'organises avec ton salarié que tu as donc en CDI, puisque donc moi, après, j'ai cette éventualité d'embaucher et de voir un petit peu voilà, combien te coûte ce salarié, comment tu t'organises, comment tu l'as embauché, est-ce qu'il a été formé, pas formé, est-ce que c'est toi qui l'as formé? Voilà un petit Ouais, peu tout ça à ce niveau-là pour voir un petit peu, pour transposer un petit peu après éventuellement chez moi. ok. Donc toi, tu n'as pas de salarié pour l'instant? J'ai que salarié mi-temps à 28 semaines, mais que sur la grosse saison. Donc Ok, généralement c'est entre avril et même début mai et fin septembre, grosso modo pour le moment. Voilà, donc là après moi clairement c'est vrai que la surface que j'ai, il faut que j'arrive à avoir quelqu'un, surtout la période hivernage aussi. ouais. Euh, Et puis pour un peu développer aussi quand même la ferme, tout en restant sur la même surface. Mais ouais, je pense que je suis dans la même situation que toi. Ok, ok. D'autres personnes ont des employés ou se projettent d'en avoir? Julien, il te faut appuyer sur la barre si tu veux parler. Barre d'espace, je crois. Ou activer ton micro. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Moi, je projette de prendre un saisonnier, ouais, effectivement aussi. Du Saisonnier coup, ouais, ponctuellement, quoi. ça marche. Ok. Et les autres, non, pas d'employés, vous êtes tout seul sur vos fermes. Bah, moi je pense prendre quelqu'un juste pour ramasser les fraises en été en fait, ce qu'on fait on va faire les jardins mais en plus de ça on rajoute 2000 cette année on aura 2000 fraisiers, on en aura 3 ou 4000 par la suite dans l'idéal quoi. D'accord. Ok. Donc quelqu'un pour la fraise. Ok, ça marche. Ok. Ouais, c'est clair que, en tout cas, le salariat, c'est, d'après moi, indispensable sur une micro-ferme, enfin, sur une ferme maraîchère tout court d'ailleurs, peu importe le modèle. Euh, Nous, on est à peu près deux UTH et demi sur la ferme. Et ça s'est fait de façon progressive, un peu comme ce que vous dites. Au début, c'était sur la grosse saison d'avril à fin août où je prenais 20 heures semaine. Et puis ça a grossi petit à petit. Généralement, la plupart des employés que j'ai eus, j'en ai eu 6 ou 7, je crois maintenant, c'était des anciens stagiaires. Et pour la plupart, ils s'installent derrière, donc ils sont là sur un an, voire 2 ans pour le plus long. Donc ça, c'est des choses que je sais hein, d'habitude. Enfin, c'est sans surprise, hein, les personnes qui viennent sur la ferme. Ça, c'est un point que même moi je vois avec d'autres maraîchers. C'est quand même compliqué, même en CDI, d'avoir quelqu'un qui reste pendant très longtemps. Peut-être ça arrive sur certaines fermes, mais souvent les bons employés deviennent des maraîchers derrière. Mais ça, c'est pas très très grave. Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui me perturbe quand c'est su. Évidemment, il y a pas de souci avec ça. Euh, Au niveau des contrats, moi, ça a toujours été avec le TESA classique. Ça, c'est vraiment le truc facile. En fait, le TESA, ça vous aide. C'est sur le site de la MSA. C'est assez simple à mettre en œuvre.
voilà. Alors, normalement, il y a des règles. Hein. Je crois qu'on est limité à 1 ou 2 TESA par an. Mais il y a une tolérance de la MSA et c'est vrai qu'on peut même faire du TESA sur 9 mois, c'est pas trop dérangeant. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est une participation libre. C'est 3 fois 3 mois le TESA. D'accord, ben ouais, tu vois, ça fait 9 mois, donc c'est ce que j'avais aussi en tête. C'est souvent largement suffisant pour une grosse partie des maraîchers qu'on est. Il n'y a pas forcément, enfin, il n'y a pas encore grand monde qui emploie un CDI, surtout un CDI 35 heures, c'est quand même vachement d'heures. Ça dépend de la taille de la ferme, évidemment. C'est vraiment du cas par cas. Et du coup, moi, depuis l'an dernier, donc, enfin, cette année 2023, c'est la première année où il y a un CDI, parce que mon employé qui était là il y a 2 ans, il a voulu un CDI, pas forcément pour rester longtemps, mais ça lui permet d'avoir des droits pour faire un prêt, par exemple. Voilà, ça lui donne un statut autre que du TESA. C'était surtout par rapport à ça, parce que ça changerait au niveau du salaire pour lui. Enfin, après le salaire, ça, on pourra en parler dans un deuxième temps. Mais voilà, donc moi j'ai fait un CDI l'an dernier avec lui, c'était la première fois, et c'est avec le TESA+, et là c'est devenu un peu plus compliqué l'affaire. Par rapport aux congés payés, etc., c'est un peu l'embrouille, à vrai dire, de mon côté. Alors, ça se passe très bien avec Là, l'employé. excuse-moi, tu le gères en TESA+, Ouais, t'as pas de comptable pour le gérer. c'est ça. Je le gère tout seul en TESA+. J'ai pas de comptable. De toute façon, je suis pas au réel. Alors, je fais de la comptabilité, mais on me le fait de façon gratuite. En fait, c'est mon père qui fait la comptabilité. Donc, j'ai pas un comptable officiel. Il faudrait que je le briefe sur les bulletins de paye. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Sauf que je suis pas toujours au clair avec ce qu'on fait, donc on essaye avec Clotaire qui est sur l'affaire, de faire au plus juste, mais c'est surtout au niveau des congés payés que c'est compliqué. Et oui, parce que tu parlais notamment de 8 à 10 semaines. C'était l'une de mes questions. Tu disais que, alors, C'est je sais ça. pas si c'était toi ou les deux. Est-ce que c'est tous les deux vous avez 8 à 10 semaines? Parce que normalement, un CDI, après, il accumule jusqu'à pour avoir 5 semaines par an de congé. Et Euh, toi, il a vraiment 8 à 10 semaines aussi? Ou enfin, comment tu gères justement les congés? alors nous, on est parti, donc je te dis, c'est la première année, on est parti sur un truc non annualisé, c'est-à-dire que il était payé au nombre d'heures qu'il faisait dans le mois. Ok. Donc, il y a des mois, il faisait, s'il était absent pendant 2 semaines parce qu'il était en vacances, il était payé que 2 semaines qu'il était présent, tout simplement. Euh, c'est comme ça qu'on fait. Là, tu vois, il n'est pas là en ce moment. Nous, on a arrêté là les marchés, etc. Donc, pendant ces 15 jours qu'il n'est pas là, il n'est pas payé. Donc ça, c'est un peu, c'est un peu spécial. C'est-à-dire qu'après, tu n'as pas le droit quand tu es en CDI, tu sais, quand tu es en TESA, à la fin du TESA, tu payes les congés payés. Mm. Ça, c'est tout le monde a ses congés payés, ils sont payés. Sauf que quand tu es en CDI, tu peux pas payer les congés payés. Tu es obligé qu'ils les prennent. Donc ça, c'est un peu c'est un peu le couac pour le moment. Donc tu vois, je vais pas vraiment bien te répondre. C'est vraiment la question où moi je suis en pleine dedans en ce moment. Euh, il va falloir que j'annualise cette personne. Et quand je regarde son total d'heures, en réalité, rapporté à l'année, on est à 25 heures par semaine. Donc Ah, il va falloir que je parte là-dessus. Euh, il va falloir que je parte là-dessus pour pouvoir l'annualiser et lui donner ses congés payés, donc qu'il soit payé le même salaire tous les mois avec ses vacances, même s'il en prend plus. Donc l'idéal, en fait, quand tu veux donner, enfin si tu veux que ton employé veut 10 semaines ou plus, tu vois, par an, ça c'est tout à fait possible, mais tu vas passer en annualisé et tu ne seras pas aux 35 heures. À moins que tu lui fasses faire des semaines à 45 heures, enfin, tu vois, dans la limite légale, en pleine saison. Et du coup, tu vois, le 35 heures, je ne l'ai pas en tête combien c'est d'heures par an, 1600, je crois, ou un peu plus. Si tu n'arrives pas à ce total-là, euh, il n'aura pas un temps plein. C'est un peu comme ça que je le vois, mais moi, je veux bien qu'on en discute si d'autres personnes ont des idées là-dessus, sur la légalité. Et voilà, c'est un peu spécial. C'est vrai que tant qu'on peut rester au TESA et qu'on n'a pas de CDI, ben, c'est super simple. Et là, ça, c'est compliqué depuis cette année. ouais. Parce qu'après, c'est vrai que ça a l'air assez compliqué. Moi, je le gère que avec le TESA simplifié pour le moment, mais alors TESA plus,
ou qu'on est obligé d'utiliser pour les CDI. C'est vrai que là, ça a l'air plus compliqué. Moi-même, la MSA, ils nous motivent pas même à dire utiliser le TESA+. Ils disent allez prendre un contact parce que c'est trop la merde. D'accord. Ah ouais, carrément. Mais ouais, c'est ça. C'est la merde pour être au clair et pour pas faire de conneries avec ton employé dans le sens où toi, voilà, pour que ce soit clair, tu vois, que ce soit juste pour tout le monde, parce que c'est ça le risque en fait. Euh, c'est ça le truc. Euh, Mais c'est pour ça que là, je suis en train de voir, parce que moi, j'utilise un logiciel en ligne, tout bête, un truc, c'est Maconta, je crois que ça s'appelle tout simplement. Et dessus, ils ont aussi un logiciel de paye, ça coûte 3,50 € par employé, donc c'est que dalle. Euh, et ça t'aide à faire les bulletins de paye. Et je suis en train de me poser la question justement pour 2024, là, si on va pas passer là-dessus. J'étais en train de regarder ça en fait aujourd'hui et vendredi, donc j'ai pas vraiment les réponses. C'est sûr que si vous avez un comptable, je crois qu'il va falloir, ça peut être bien. Après, la question c'est, est-ce qu'il faut un CDI? Tu vois, est-ce que tu sens que tu crois que tu vas employer plus? Enfin, tu crois qu'il y a besoin d'un CDI? Parce que si personne te demande un CDI, franchement, j'ai envie de dire, reste au TESA, tu vois. Enfin, Bah après, moi, le but, c'est d'avoir quelqu'un peut-être de permanent, justement. Parce que gérer, je pense que je suis une surface un peu plus grande que la tienne. Enfin, moi, en SAU, je suis ouais, 1 hectare 4. ok, Je dois être oui, à 6 000 et quelques mètres carrés cultivés. ouais. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de taf, quoi. Je sens Ah ben, bien. Moi, j'ai carrément. eu la chance d'avoir un apprenti sur 1 an jusqu'à juin dernier, fin de cette année. Et c'est vrai que là, je le sens qu'il est plus là. Me retrouver tout seul, Ouais. c'est Mais, du taf. ouais, ouais, carrément. Bah oui, c'est énorme, c'est 3 fois plus. Alors, moi, cette année, hein, il y avait Clotaire qui était là, donc on va dire, à grosso modo, 25 heures annualisées euh, sur l'année. Et il y avait aussi un saisonnier qui était là 3 matinées par semaine. D'avril à fin septembre. Donc lui, il était géré un TESA plus aussi, mais contrat CDD, quoi. Mais c'était Ouais. aussi avec le TESA plus. Le CDI, ça engage aussi d'avoir une mutuelle, donc il faut aussi prendre une mutuelle pour l'employé. Alors ça, c'est pas très compliqué, il faut aller voir la groupe. Enfin, moi, j'étais à mon assurance, c'est Groupama, et il te dit, alors ça prend du temps, hein. Ça prend plusieurs mois le truc, mais au bout d'un moment, tu payes une partie de la mutuelle et l'employé aussi, donc ça c'est bien réglé. Euh, voilà. Et ça, c'est le truc. Et pour le salaire, aussi, moi, Clotaire, il n'est pas au SMIC. Donc, en fait, son salaire, il est déclaré au SMIC, mais il y a des aides et le reste, c'est payé en prime. C'est qu'on a droit on peut, en tant qu'employeur, on peut verser des primes qui sont pas assujetties aux cotisations patronales ni salariales. Il y a plusieurs noms. Il y avait la prime Macron, il y a aussi la prime inflation, je crois qu'elle s'appelle maintenant, elle a plusieurs noms. Et donc ça permet aussi de verser en fait un surplus de salaire. Bon, alors, normalement, enfin voilà, c'est pas vraiment un salaire, mais ça permet que l'employé ait un meilleur salaire et que toi tu payes moins de primes parce que il y a un moment donné où voilà, si tu dépasses un certain seuil, euh, tu as moins d'abattement au niveau des cotisations. Mais ça aussi, c'est quand même hyper flou tout ce bazar-là. Euh, mais il faut savoir que tu peux aussi donner des primes. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas, nous, sur la ferme. Il est payé au SMIC, plus 2 € de l'heure en prime. Ah oui, ok. Non, je connaissais pas ce truc-là. Je crois que c'est les primes, et tu as le droit de la verser tous les trimestres avec un certain montant par an. Hein. Tu peux pas donner tu vois, tu peux pas donner deux salaires, tu vois, mais c'est quand même plusieurs milliers d'euros par an. Euh, voilà, c'est comme ça que nous, en tout cas, on gère le truc. Mais voilà, il faut que je me mette au clair par rapport aux semaines de vacances et surtout ça, notre problématique aujourd'hui. Ouais. Ouais, parce que là, pour le moment, justement, les congés, tu les gères comment? Parce que tu disais qu'il y a des moments où, comme l'été, il y a toujours un qui reste sur la ferme pendant que l'autre se repose. Et c'est peut-être plus Alors, l'hiver où il y a peut-être les deux, où vous êtes tous les deux. nous, les congés, ils sont calés, enfin, ils sont tous les ans pareils, en fait, sur la ferme. Donc, ils sont calés en amont. En début de saison, on sait très bien ce qui se passe. Du coup, on a Noël, là, pendant 3 semaines. Tout le monde est en congé. Euh, donc, moi, j'ai fini mon marché dimanche. Donc là, on a 3 semaines. Et tout le monde reprend, enfin, tout le monde, moi et Clotaire, on reprend donc le 7, je crois, de mémoire. Euh,
le 7 janvier. Et là, on fait 3 semaines. On travaille pendant 3 semaines en janvier parce qu'on a nos plantations, on veut préparer un peu de terre, sous serre, etc. Et là, on part tous pendant 4 semaines. Donc là, ça fait déjà 7 semaines. Ouais, Voilà, ça fait déjà 7 semaines. Et ensuite, on a 2 semaines l'été. Soit d'affilée, soit une en juillet, une en août, voire juin, septembre, enfin peu importe en fait, de juin à septembre. Généralement pas juin parce que moi j'aime pas trop, c'est hyper tendu juin. Mais de juillet à septembre, ben on a 2 semaines, enfin et après on a une 3e semaine, donc plus tard à l'automne, donc quand on veut quoi. Finalement après on choisit entre, je dis ça parce que souvent on prend les vacances l'été, mais généralement on choisit de juillet à Noël 3 semaines comme ça. Donc ça nous arrive et on tombe sur nos 10 semaines. Mais dans ce cas-là, par contre, c'est une personne. Il y a chaque fois une personne qui reste. Bon, en vrai, on part pas en vacances ensemble, hein, donc on se voit, c'est le reste du temps. Au pire, on peut partir en février un mois ensemble, donc l'été, ça va. On arrive à le gérer. Ok. Mais je dis ça en rigolant, mais c'est important pour ceux qui travaillent en couple. Et que les gens qui sont en couple, je dis toujours, bah, il faut quand même une tierce personne à un moment donné, quoi, parce que sinon tu pars jamais en vacances si tu as des enfants et tout. Enfin, voilà. Ça compte aussi. Ok. Ok. Donc là, en fait, oui, il n'est pas vraiment en CDI, mon salarié. Il est en CD, si, il est en CDI, mais pas à 35 heures. Oui, oui, c'est 32 heures. Si. Ah non, c'est annualisé, tu disais, finalement. Si on l'annualise, il est à 20, annualisé, il est grosso modo à 25 heures. D'accord. Donc c'est bien un CDI, mais c'est pas un CDI à temps plein. C'est ça le truc. Ok. Il y a les heures, il y a les heures modulables en fait où on peut faire 45 heures en été et en hiver en faire 0. Et je pense que ça c'est le mieux à faire. Ouais. Du coup, ils sont payés 35, mais du coup, quand ils en font 45, ils sont payés 35, et quand ils en font 20, ils sont toujours payés 35, quoi. Ouais, c'est ça. C'est annualiser le salaire. Mais Je pense que c'est le mieux à faire pour pas qu'ils oui. soient perdants. Ah, mais en fait, ils sont pas perdants. C'est juste que tu as des salaires qui fluctuent. Tu n'auras pas le plus de salaire, en fait, hein, si tu annualises pour l'employé. Hein. Ça sera pareil, c'est juste que ça sera constant. Au lieu d'avoir à un moment donné 1800 euros par mois et puis le mois d'après, tu n'as plus que 300, tu vois, parce que tu es parti 4 semaines en vacances, ben voilà, tu lisses sur l'année. Donc c'est juste que c'est vrai que c'est plus facile pour un employé de se projeter et peut-être pour aussi celui-là qui salarie. Hein. C'est plus simple de dire, ben voilà, ça me coûte tant par mois que d'avoir des fluctuations. Pour le salarié, c'est voilà, c'est peut-être un confort. Après, il n'a pas moins de salaire parce qu'il n'est pas annualisé. Par contre, il a moins de salaire que quelqu'un qui a 35 heures vu qu'il n'est pas aux 35 heures. Mais ça, c'est le fonctionnement de la ferme qui fait que j'ai pas besoin d'un employé à 35 heures sur la ferme. Parce que le problème, enfin, il y a quand même un problème à ça, c'est que même si on a besoin l'hiver, alors je ne connais pas ta ferme, Nicolas, ou comment tu travailles l'hiver, tu vois, mais nous, clairement, on a besoin de moins d'heures l'hiver. Et de toute façon, moi, j'ai envie de faire moins d'heures. Clotaire, il a envie de faire moins d'heures, tu vois. Nous, on commence qu'à 9 heures, on finit à 4h30. Enfin, les heures, on va pas pouvoir faire 30 heures, tu vois. Dans la semaine, ça va être trop lourd, il fait trop froid, on n'a pas envie à ce moment-là. Et j'ai pas envie non plus de demander du 40 heures ou 45 heures à un employé en pleine saison. Je trouve ça vraiment trop en maraîchage. Vraiment, je trouve ça trop physique. Et je préfère avoir 2 employés, et c'est ce qu'on fait nous en fait. On a 2 personnes en pleine saison. Il y a quelqu'un qui vient que pour les récoltes. Alors je crois que c'est Stéphane qui disait qu'il voulait quelqu'un pour les fraises. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. C'est pas parce qu'on a un employé à 25 heures annualisé qu'on peut pas prendre un autre employé aussi annualisé, enfin pas annualisé justement, mais qui vient à certains pics. Et là, nous, c'est ce qu'on fait. Et cette deuxième personne, c'était un peu une nouveauté là, et ça s'est super bien passé. C'est que cette deuxième personne, elle s'occupait que des récoltes. Alors, pas toutes, parce qu'elle pouvait pas tout faire. Elle venait 3 matinées de 4 heures. Elle venait le lundi, le mercredi et le vendredi. Alors, c'est un contrat un peu particulier. Il faut trouver la personne à qui ça correspond, évidemment. Et elle était en charge que des récoltes. C'est-à-dire que nous, on n'a pas touché une tomate, on n'a pas touché une courgette, concombre. Il était sur tomate, courgette, concombre. Ça, c'était son truc toute la saison. On n'en a pas ramassé une, sauf après le mois de septembre. Tu vois, fin septembre, on a commencé à ramasser quelques tomates. Mais que ce soit moi ou Clotaire, on était sur les autres tâches.
Et il était aussi en début de saison sur la fraise et les petits fruits. Et ça a été un super confort parce que ça nous a dégagé énormément de temps pour les tâches, on va dire, un peu plus, qui demandent un peu plus d'expertise. Ouais. Donc, voilà. C'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent être annualisés, hein, qui veulent faire 35 heures. Enfin, c'est du cas par cas. Ouais. Ça dépend des personnes qui viennent sur l'affaire. Ok. Et du coup, est-ce que tu connais, donc pour ton salarié principal actuel, le coût que ça représente par an en termes de justement salaire plus le brut, histoire d'avoir une ordre d'idée. Ouais, parce que justement, j'ai regardé ça. Combien on a dit 42 fois 25? On était à. Euh, je sais plus combien il est le brut. C'est pas tout à fait ça qu'on paye, c'est un peu plus. Euh, Bah, le brut, là, actuellement, alors, à 35 heures, c'est genre 1747 brut par mois. Ouais, mais ça, c'est à 35 heures. Ouais. Donc moi, je suis pas à ça, salaire brut horaire. Il est à 11,52. Et moi, j'ai dit qu'il faisait 25 heures annualisées fois 52 semaines. Ouais, c'est ça. Fois 11,52 €. Ça fait grosso modo 15 000 euros. Et il faut rajouter à ça 3 000 euros de prime. C'est pourquoi 3 000 euros de prime? C'est parce que je lui donne 2 euros de plus que le SMIC. Ça, c'est son. Voilà. Et il y a le 13e mois. Il faut rajouter aussi 1 500 euros. En décembre, il y a aussi le 13e mois. Donc ça, c'est son salaire. Donc pour moi, c'est 15 000 plus 4 500. Ouais, t'es presque à 20 000 euros, quoi. Ok. Dans C'est quoi ces ce eaux-là, tu 13e mois, vois. non? Bah, le 13e mois, c'est pas une obligation, hein, c'est juste que en décembre, il y a une prime de Noël, quoi. On l'appelle comme tu veux, Ah oui, mais bon, tu vois, à Noël, il y a 1 500 euros de prime. Ça aussi, tu vois, tu peux. Bah, nous, ça peut être déclaré sans que tu payes justement les cotisations. En fait, ça te permet quand même de dire à un salarié, ben voilà, tu t'es payé à ce taux, au SMIC ou un peu plus que le SMIC, mais tu peux avoir la prime de Noël, tu peux avoir telle prime, tu vois, prime mi-saison, des choses comme ça. Donc en fait, lui, son salaire global est plus important. Euh, c'est une prime. Alors les primes, le truc, c'est que tu peux pas les rentrer dans un contrat. C'est-à-dire que tu peux aussi dire, bon, désolé, cette année, il n'y a pas la prime. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu spécial. ouais. Pour les salariés, c'est pas vraiment un salaire, c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Bon, après, nous, on n'est pas dans des grosses entreprises et tout ce bazar-là, tu vois. Et ça permet de payer moins de cotisations parce que sur ces primes-là, il n'y a pas les cotisations patronales. Donc, quand tu lui donnes 1 500 euros en prime, il touche vraiment 1 500 euros. C'est pas Oui. comme tu vois. Donc, ça change quand même un peu la donne pour eux. Mais par exemple, s'il veut faire un prêt ou il va pas pouvoir, il pourra pas se servir des primes pour dire, ben ouais, je gagne tant par an, par exemple. Donc, Oui, il n'y a pas voilà, d'assurance là-dessus. il n'y a pas d'assurance là-dessus. D'un autre côté, pour lui, après, il faut voir les différentes primes, mais ils n'ont pas non plus besoin de les déclarer en tant que revenu fiscal. Donc ça aussi, ça peut parfois être intéressant pour eux. Ça leur baisse les revenus le revenu fiscal. Donc voilà. Donc c'est un peu des compensations en plus du SMIC, quoi, du salaire net. Il y a ça. Bon, nous, il y a les légumes, évidemment, à volonté. Il prend ce qu'il veut et voilà. C'est tout. Ouais, ça qui n'est généralement pas dit. Parce que ça aussi, normalement, on devrait le déclarer. Ouais, normalement, on devrait le déclarer Ouais. aussi, ouais. Mais voilà, bon, ouais, on déclare tout. Je sais pas trop. Ben oui, si on déclare ça, ça va augmenter le chiffre d'affaires, j'imagine. Bon, ça changerait. Vu qu'on est au micro BA, ça changerait pas grand-chose euh, de notre côté. Mais bon. Ok. Et plus en termes d'organisation, donc sur la ferme même, avec ton salarié, tu t'organises
comment tu t'organises en fait? Vous êtes généralement à faire la même chose pour aller vraiment plus vite sur une tâche ou vous répartissez un peu C'est vrai que moi, je me retrouve souvent débordé par Ouais, l'enherbement. Et c'est vrai que c'est ouais, con parce qu'il y a des moments où je me dis merde, le salarié, je l'envoie toujours sur le désherbage parce que c'est le gros poste où on se dit putain, les carottes, si elles sont pas désherbées, ça va être la catastrophe. Et des fois, c'est toujours un peu le truc, je sais jamais trop, est-ce qu'on est vraiment à deux sur un même poste ou est-ce que, voilà, enfin, ouais. Bonne question. Nous, en réalité, on est rarement à deux sur le même poste. Euh, Surtout en pleine saison. Ça nous arrive là à l'automne, par exemple, qu'on se retrouve à deux. Euh, mais, euh, mais de manière générale, on n'est pas, on fait chacun son taf. Après, ça veut, Clotaire, c'est la deuxième saison qu'il est là. Il était en stage il y a 3 ans, c'est-à-dire qu'il sait tout faire sur la ferme. hum, Il sait absolument tout faire. Donc ça, c'est quand même gros avantage. Mais bon, je l'ai formé pour qu'il sache tout faire. Je crois que c'est ça aussi. Il faut vraiment former les gens qui sont sur les fermes euh, pour qu'ils soient autonomes au maximum. C'est sûr que s'il faisait que du désherbage de carottes, je pense pas qu'il serait pas resté autant de temps. hum, hum, Euh, mais par contre, ce qu'il me dit, tu vois, parce que lui, il aime bien parfois qu'on soit tous. C'est-à-dire que ça peut arriver sur quelque chose où tu es débordé, ben, c'est plus simple d'y aller 3/4 d'heure à 4 que de mettre une personne pendant 4 heures, quoi. Ça, c'est clair que sur hum, les tâches comme ça, un peu relou, que personne n'a vraiment envie de faire, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même y aller si tu as à ce moment-là un stagiaire, un autre saisonnier et ton employé, on va dire, principal. Parce que moi, je vois bien la différence entre mon employé principal et le saisonnier. Euh, donc ça, c'est vraiment deux choses différentes. C'est vrai que ça vaut le coup des fois d'y aller tous en équipe, quoi. Surtout sur une tâche vraiment qui est relou, quoi. Mais tu es obligé de te partager. Enfin, il y a des choses ouais, il y a des moments où tu te divises quand même. ok. Un autre truc, c'est que tu vois, nous on discute chaque année, tu vois, on fait un point en fin de saison. Qu'est-ce que, tu sais, les envies de chacun. Ça, c'est super important, les envies de ce que moi j'ai envie pour l'année qui arrive, ce qui lui il a envie, tu vois, qu'est-ce qu'il veut faire, genre les jours de congé, des trucs comme ça, tout ça on en parle, mais aussi ce qu'il a envie de faire sur la ferme. Et par exemple, l'an dernier, il est ressorti qu'il voulait faire un marché. En fait, il m'avait remplacé à l'automne dernier en 2022, du coup. Il m'a dit, ah, ben moi, je veux bien refaire une saison, tu vois, avoir un CDI et tout, mais par contre, j'aimerais bien faire plus de marchés. Du coup, ben, on s'est entendu. Donc, lui, il fait un marché le jeudi. En contrepartie, moi, j'ai toujours fait le marché le dimanche. Ça fait 12 ans que je fais le marché le dimanche. Je dis, ben, ok, ben, vas-y, c'est ton marché le jeudi. Par contre, une fois par mois, tu fais le marché du dimanche. Donc, on a comme ça, on trouve des accords. Et je trouve ça intéressant ben, tu vois, sur du moyen terme et tout. Tu peux aussi demander, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il recherche, quoi. Et puis ça allège un petit peu le travail finalement aussi sur les marchés, parce que c'est vrai que j'adore, hein, moi personnellement, les marchés, mais c'est vrai que je me dis pareil, si j'embauche quelqu'un, ça serait peut-être Mm. bien d'intégrer un deuxième marché et éventuellement justement qu'il l'intègre pour s'en occuper, quoi, pour un peu Ouais. alléger les Ben, tâches, quoi. franchement, ouais, c'est vrai que nous, le deuxième marché, il est assez récent. C'est la deuxième année en fait qu'on fait ça. En 2024, ce sera la troisième année. J'avais les paniers avant. J'avais déjà délégué mes paniers. Je faisais plus les paniers parce que j'en avais un peu marre de faire mes paniers. Et du coup, l'employé, il faisait tout le temps les paniers. Euh, et là, ouais, depuis cette année-là, mon deuxième marché, j'en ai fait très peu. Euh, Très très peu. Et l'année prochaine, ça sera pareil. C'est lui qui va s'occuper du marché. Mais après, j'ai aussi une autre employée, parce que c'est vrai que j'ai parlé du saisonnier et de Clotaire, qui est, on va dire, l'employé principal. Et il y a aussi une troisième personne qui vient sur mon deuxième marché, donc mon marché du dimanche, qui est là de juin à fin novembre quasiment. Elle vient travailler pendant 3 heures tous les dimanches matin avec moi. Donc ça, c'est aussi une autre personne qui est extérieure à la ferme. Donc finalement, j'emploie 3 personnes. D'accord. Et des fois, il ne faut pas chercher à employer une seule personne pour tout faire, parce que c'est compliqué. Mm, mm. C'est parfois plus simple finalement d'avoir plusieurs personnes. Ça complique pas la tâche, quoi. Ça complique pas en tout cas les contrats ou les choses comme ça. Ok, ça marche. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein.
Ouais. Il y en a qui ont d'autres questions là-dessus sur. Bonjour Marie, je vois que tu viens d'arriver. Voilà, on est en train de discuter sur l'emploi de main-d'œuvre, le salariat, comment ça se passait. Mais ouais, c'est capital hein. Sur vos fermes. C'est clair qu'il va falloir rapidement, en année 2 ou 3, suivant où vous en êtes, employé, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Nous, ça fait une grosse différence, quoi. Moi, je suis en train de me dire que j'étais toute seule. On va être 2 là cette année, mais on va peut-être pas être assez encore. Ouais. Et sur quelle surface, du coup? Bah là, j'étais toute seule et bon, c'était un petit peu la cata. Ouais. Là, mon mari me rejoint là en 2024 et sur 5000 mètres carrés cultivables, Ouais. je pense. Ouais. Ouais. On a Ouais, un ouais. terrain d'hectare 27, mais je pense que non. Ouais, mais c'est clair que enfin, ça dépend comment on est organisé, si on est mécanisé ou pas, etc. Mais je vois, nous, sur la surface qu'on cultive, c'est déjà énorme ce qu'on arrive à sortir et le besoin en main-d'œuvre, quoi. Enfin, Est-ce voilà. que vous, c'est sur combien? C'est 5000 ou je sais plus, dans la formation, c'était combien? Ouais, c'est ça, c'est 5000 vues du ciel, quoi. Oui, ah oui, C'est 5000 vues ça. vues du ciel, ouais. Oui, oui, c'est pas ça. Ouais, ouais, c'est même pas 5000 cultivés, quoi. C'est Ah vraiment oui, 5000 vues du ciel. Il y a 1200 mètres carrés de serre et 2008 de plein champ, grosso modo. Mais voilà, et là-dedans, il y a les passe-pieds, etc. Euh, donc, ouais, ouais, c'est tout petit. Après, c'est le modèle qui veut ça, quoi. C'est sûr qu'il faut toujours portion gardée. Mais aussi, j'ai envie de dire, le nombre de personnes, ça, c'est aussi lié au chiffre d'affaires quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Il faut, enfin, c'est à la fois il faut un certain chiffre d'affaires pour embaucher, mais c'est aussi l'embauche qui fait le chiffre d'affaires, quoi. Ça joue énormément. C'est vraiment les deux sont complètement liés. Quoi. je disais micro-BA, mais vous êtes encore au micro-BA? Ouais, on est encore au micro BA et de toute façon on va y rester. Ben là, cette année, on a fait 92 000 euros de chiffre d'affaires. Mhm. Ouais. Donc ça va, tu vois, le micro BA, il est passé à 120 000 euros. Ouais, Ah bon? ouais à partir de 2024, c'est 120 000. Donc nous, on s'y approchait tout juste là. On s'est dit merde, il va falloir qu'on Ah oui, parce que ralentisse. normalement, Non. c'est sur 3 ans, 87. C'est pour ça que je disais, mais c'est bien ça. Ouais, je crois qu'il était passé à 94 et là ils l'ont revalorisé à 120 000. Donc tu vois, Ah, oh, bah, on a de la marge. Ah oui, moi j'étais restée à ouais, ouais. 87 sur 3 ans. Non, non, tu peux y aller. Enfin, ouais, 87, tu peux dépasser, Ok. redescendre. Voilà, tu as Bon, bah, voilà. lissé. Donc là, ça va. Il y a un peu de marge encore. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une question, pas sur l'embauche, mais Ouais, tout à l'heure, tu parlais du fait que le mois de vacances que vous prenez en février. oui, On m'entend bien? ouais. Comment tu fais par rapport à tes serres? Je sais que tu avais dit que tu faisais une grosse irrigation et que Mhm. tu fermais les serres et que basta, quoi. Oui, Comment tu oui, fais par rapport ouais, à l'humidité qu'il peut y avoir dans les serres si tu les ouvres jamais? À l'irrigation, est-ce que tu mets tout hors gel? Voilà. ouais. Ouais, ben, c'est un moment un peu stressant. Après, peut-être que ça dépend du contexte climatique aussi. Mais alors, 4 semaines, c'est chaud. 4 semaines, c'est un peu long. Au bout de 4 semaines, ça peut sécher. Donc oui, il y a une bonne irrigation avant la fermeture complète des serres. Donc je fais vraiment le plein du sol. Il faut savoir que c'est des plantations qui sont toutes jeunes. Donc c'est pas des grosses cultures. Hein. Tu vois, j'ai pas de la salade à récolter ou des grosses blettes, des choses comme ça. Donc c'est que de la plantation qui a été plantée donc mi-janvier. Donc les plants sont tout petits. Donc on irrigue. Tout ça, c'est sous filet climatique, type P17, hein, pas P30, hein, type P17. Et ouais, et on laisse fermer les serres. On laisse les fermer les serres pendant 4 semaines. Mais c'est vrai que s'il fait beau, s'il fait très beau en février, les plants commencent à avoir soif en fin de troisième semaine. Ok. Donc voilà, et ça fait, je te dis, 10 ans que je fais ça. Donc pas trop de risques là-dessus, ça passe très très bien. Donc Pas de souci soit tu peux de partir maladie, de. pas en février, pas en Aveyron.
C'est pour ça que je parle du contexte climatique. Ouais. Si tu es dans le sud de la France, ça va pas être la même. Hein. C'est-à-dire que nous, il fait quand même froid et ça va pas trop bouger en février. Donc, je le redis, voilà, ça dépend du contexte climatique. Moi, je mets tout hors gel parce que ça va geler. Donc, toute mon irrigation est hors gel. Bon, la mise en hors gel et remettre à eau, c'est pas très long. Hein, ça me prend un quart d'heure, 20 minutes max, tu vois, pour remettre à eau si besoin. Donc, dans l'idéal, au bout de 3 semaines ou 15, enfin 3 semaines, tu vois, en février, tu remets un coup d'eau et c'est bon. Mais c'est tout. Donc, il n'y a pas d'ouverture. Après, si vraiment tu es dans une région, enfin, tu vois, ça pourrait être automatisé, etc. Moi, c'est pas le cas. Hein. Tu pourrais avoir des ouvrants automatisés, une irrigation automatisée et partir dans le même cas. Mais ça fonctionne parce que c'est du petit plan. Je serais vraiment beaucoup plus sceptique avec des salades prêtes à manger. Bon, de toute façon, si elles sont prêtes à vendre, tu ne vas pas partir. Ou des bleds bien avancés. Moi, je sais que si j'arrive pas à les serre, moi j'ai des bleds bien avancés l'hiver. Si j'arrive pas, les pucerons, ça se régale, quoi. Carrément. Non, mais mais carrément, c'est pour ça que je précisais, c'était sur du jeune plan et que c'est pas des cultures en place. Enfin, c'est des cultures en place, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, en fait, ils évapotranspirent pas beaucoup et du coup, ça, c'est ça le truc. Ça consomme très peu. Ouais, c'est ça, ça consomme très peu et il fait froid. Il fait froid en Aveyron en février. Hein. C'est sûr que je serais à Perpignan, tu peux pas la jouer pareil. Hein. C'est évident. Il faudrait ouvrir, aérer, ça serait et arroser. Ouais. Mais dans ce cas-là, si tu es à Perpignan, t'as pas le souci du gel pour tes canalisations. Donc ça, tu peux laisser ton automate si besoin. Et si vraiment tu es à Perpignan et qu'il fait chaud, finalement, est-ce que tu as besoin de fermer tes serres? Est-ce que tu peux pas laisser un côté ouvert? J'ai vu une alternative dans le Tarn, là, des gens qui laissaient leur demi-lune ouverte pendant l'hiver pour chasser, tu vois, qu'il y avait des surplus d'humidité. Donc, demi-lune ouverte au fêtage uniquement, voire une seule quand ils sont en pente. Et du coup, ça crée un petit courant d'air comme ça. Certains aussi, j'ai vu une autre situation où la demi-lune, ils n'avaient pas mis la bâche plastique, mais ils avaient mis un filet. Comme ça a cassé un petit peu le vent, mais aussi ça permet d'évacuer l'humidité. Donc tu vois, tu as plusieurs, si vraiment tu as peur de l'humidité, parce qu'eux, ils en avaient marre d'ouvrir et de fermer les serres en janvier-février, et franchement, ouais. les premières années, mais oui, les premières années, tu le fais, tu vois, tu essaies d'ouvrir souvent, et puis au bout d'un moment, tu dis, c'est bon, lâche l'affaire. Donc soit tu t'automatises, soit tu as confiance et tu laisses fermer, ou tu mets une petite alternative. Ok, ouais. C'est ça. Mais après, oui, c'est sûr que aérer tous les jours, c'est l'idéal, etc. Mais tu vois, il y a la théorie des bouquins et puis ta pratique de maraîcher, quoi. Parce que quand tu sais qu'après tu vas le faire tout le temps, au mois de mars, avril, mai, enfin, tu vois, il y a un moment donné, tu peux pas tout l'hiver ouvrir et fermer tes serres. C'est trop chronophage finalement. Et du coup, il n'y a plus de repos. Tu vois, quand tu t'arrêtes pendant 3 semaines, les serres, elles sont fermées, je vais pas aller les ouvrir. Hein. Ça bouge pas, quoi. Ou alors vraiment une belle journée que j'ai envie de le faire, je vais avec mon fils, on se promène, on va ouvrir les serres. Juste une journée, tu vois, mais c'est vraiment, je vais pas me forcer, quoi. Après, moi, j'ai prévu là, pour l'instant, j'ai des petits tunnels qui sont pas ouf et je prévois vraiment l'achat d'un bitunnel Richel pour 2024 que j'installerai en 2024. Ouais. Et je vais prévoir les ouvrants automatiques, là, les ouvrants latéraux avec l'automatisation. Ouais, mais quand j'étais venu pour la formation planification chez toi, il y en a un qui avait parlé du fait qu'on pouvait se le faire financer à moitié prix avec la MSA, donc effectivement, je suis sur le coup. Effectivement, ça fonctionne. Ouais. On peut se faire payer le. T'as demandé à la MSA? Ouais, ils sont ok. Ouais. Ok. En fait, il suffit de justifier correctement l'intérêt du truc et tu peux te faire financer à peu près n'importe quoi du moment que tu le justifies. Ça peut. Moi, je l'ai justifié juste avec prévention des troubles musculo-squelettiques, d'ouvrir et de fermer tout le temps, et aussi des fois tu lâches la barre, le truc ça descend d'un coup. Il y a un danger quand même avec les pignons comme ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me la prendre dans la tête. Et ça, la MSA, ils sont sensibles. Ouais. En plus, ça, elle m'a dit, il y aura pas de souci. Ouais. Ok. À 50%, non, pas autant la MSA, c'est moins ça. C'est 50%.
50%, d'accord. Ah ouais, c'est limité. Hein. Si tu fais 6 000 euros d'investissement, tu auras 3 000 euros de remboursé. Ouais, Mais si tu fais 7 000, tu auras 3 000 euros quand même. d'accord, c'est plafonné à 3000 Ouais. de minutes. Ok. Mais de toute façon, ouais, c'est une bonne idée hein, d'automatiser. Enfin, après, il faut avoir assez de serre, c'est toujours pareil. Mais ouais, nous, c'est un truc qu'on a envie de faire aussi. Là, on va peut-être le faire en 2024. J'avais pas regardé, j'avais pas pensé ou j'avais oublié, je sais plus, aux aides de la MSA. J'étais en train de regarder justement ailleurs et j'avais pas encore trouvé. C'est cool. Pour après, il y a les Ouais. fournisseurs aussi, c'est 80%. Le FEADER, Ouais. ouais, ça bouge tout le temps les aides. Là, en ce moment, en plus, on est Bah, entre là, deux. c'est sûr jusque 2025. Après, ça change d'intitulé. Mais là, ce qu'il y a là, c'est tout pour le maraîchage. Tout rentre dans les critères. Et moi, j'ai un dossier là et 80%, c'est pas négociable. Enfin, c'est pas négligeable non plus, quoi. Bah ouais, sur le fonds FEADER, t'as fait ça sur les serres? Non, moi, surtout le petit matériel, là, chambre froide, la herse, ils ont tout pris. Et c'est sous quel intitulé d'aide? Alors, C'est ils ont mis qui ça paye? oh, c'est le leader, hein, mon Ah, c'est le syndicat là. leader. Ouais, c'est leader, C'est le ouais, ouais. leader. D'accord, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est Il y a quelqu'un qui m'a. 1 euro non, c'est 4 euros, 4 euros de fonds pour 1 euro dépensé. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, ouais. Mm. C'est une aide européenne, ouais. Leader. Ouais, c'est Ok. une aide européenne et qui est aussi associée en général à la région. Ok. Mm. Ok, ok. Et c'est quoi ce Ouais, truc ça peut prendre en charge quoi, par exemple? J'ai tout mis, par exemple, la chambre froide, la herse, tout le petit matériel Terratec. Euh, j'ai mis le truc pour le marché, la tonnelle, enfin, la tondeuse, le gyrobroyeur, ils ont. Enfin, le distributeur, par exemple, il fonctionne, distributeur à légumes. Là, on est dans en fait, ils ont des enveloppes de 5 ans et ça dépend l'intitulé des enveloppes. Et là, le maraîchage, tout rentre je sais plus Ok. comment il s'appelle exactement, mais moi, je sais ouais, que là, ouais. je Non, mais aussi. c'est. Ouais. Mais t'es pas la première personne qui le dit là la dernière fois aussi. Il y a une autre personne Ouais, alors, qui je disait sais plus ça si c'est là. 2025 ou 2027. Et après, ça repart sur autre chose. Mais Oui, c'est ça. Ouais, en ce moment, ouais, le leader, ça fait deux fois que j'en entends parler. ah oui, oui, Ouais, tu oui, vois, oui. là, je le vois. Leader 2023-2027. Appel à Ah, candidature. voilà, je sais plus si c'était 2025 ou 2027, c'est sur Ouais. 5 ans en général, ouais. Alors là, moi, je vois leader Occitanie. Ça doit être, tu vois, il faut peut-être chercher dans sa région. Oui, de toute façon, c'est le même truc, c'est juste qu'il faut chercher C'est ça. le syndicat qui fait les dossiers, quoi. Parce que tu as fait faire le dossier, toi? Oui, oui, moi, ça y est, c'est passé en commission et là, je devrais avoir les fonds là en début d'année ou en milieu D'accord. d'année. Ouais. Et quand tu dis le syndicat, tu as fait appel à quelqu'un pour t'aider à Moi, monter les dossiers? ouais, ouais, c'est quelqu'un qui fait le dossier. Moi, par exemple, chez moi, c'est le syndicat du pays Nord-Marnais. Et c'est eux qui sont en charge des commissions, du dossier. Moi, je donne les devis et après, c'est eux qui voient avec la région et avec l'Europe, quoi. D'accord. Ok, ça marche. Cool. Mais voilà, Intéressant. c'est soit faut trouver un cofinanceur pour la partie des 40%. Ouais, parce qu'en fait, l'Europe prend 60. Non, ouais, l'Europe prend 60. La région ou un cofinanceur prend 20. Et toi, il t'en reste 20. Et Ouais. c'est soit le cofinanceur, ça peut être une commune ou quelque chose, ou ça peut être la région. Il me semble que j'avais regardé Leader et justement, tu étais obligé de passer par quelqu'un qui t'aide à monter les dossiers. Tu pouvais pas te le faire toi-même tout seul. Ah oui, sûrement, oui, parce que moi, je vois, là, c'est un syndicat qui fait ça, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'était ça un peu la contrainte, ce qui n'est pas une grosse contrainte. Parce qu'à l'époque, enfin, tu vois, il y a encore 3 ans, on pouvait se monter les dossiers tout seul. Et il me semble que j'ai vu ça sur le leader. Il fallait justement être accompagné obligatoirement.
Ah oui, parce que moi, mon mari, quand il s'est installé il y a 15 ans, il avait déjà eu des fonds leaders et c'était la Chambre d'agriculture qui lui avait fait son dossier Ouais. avec le leader. Hein. Ouais. Ouais, donc Comment il faut, comment on peut trouver l'organisme qui te fait le dossier Eh ben, pas. ouais, bienvenue Attends, dans mais les- du coup, t'as plus que 20% à régler de ta poche? Oui, t'as bien compris, Julien. Non, mais c'est hallucinant ce Mais truc. c'est énorme, mais celui qui le sait pas, il y a des enveloppes qui sont prévues pour ça, quoi. Mm. T'es dans quelle région, Julien? Je suis à côté d'Agen, moi, Nouvelle-Aquitaine. Ah, je l'ai vu passer, Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Mm. Parce que Le du leader coup, Nouvelle-Aquitaine, ça y est. effectivement, si je peux avoir, je vais mettre Ouais. plus de serres si je peux les Peut-être avoir. la DDT, peut-être à la DDT, ils savent qui pourrait faire le dossier. Ouais, Je sais ou pas. même une chambre d'agriculture, ou alors une Ouais, la ADR, chambre, je sais ouais. pas. Ouais, les chambres, des fois ils sont relous, mais ou une ADR, je sais pas dans ton département si elle fonctionne, quoi, mais Et ben Oui, ouais, ou faut que même je poser regarde la ça. question à un gars. eux, la région sont au courant puisqu'ils financent une partie, donc ils doivent bien savoir qui de l'Europe, enfin, je sais pas. Ouais, Ouais, mais ouais, ok. clairement. Là, c'est encore dans les clous là pour monter un dossier. Je suis en train de faire justement de recevoir les devis petit à petit pour Ah les. bah oui, Ben puisque moi, c'est 2027. ouais, C'est 2027, je pense que c'est-à-dire. Et ben, ben en fait, 2023-2027, donc tu peux y aller, hein. Ok, ouais, d'accord. ils se donnent en fait, par exemple, en 2027, après, ça va être, ils vont aider, par exemple, les campings. Enfin, je raconte une bêtise. Oui, oui. C'est des intitulés qui sont, Ok, d'accord. voilà, c'est. Mais Ouais, et là, tu tapes leader Aquitaine, tu le trouves direct, hein, le programme leader à Nouvelle-Aquitaine. Tu l'as direct Ok. oui, sur je Google. pense que c'est des leaders. Oui, c'est leader. Je crois qu'il y a un site leader de toute façon. Hein. Donc après, mais c'est vrai que c'est quand même fou, toutes ces aides qui existent et qui sont pas regroupées. C'est des fois un casse-tête pour les trouver. Je comprends pas. Ah, mais ils communiquent pas sur les aides. Hein. C'est C'est un truc de fou. hallucinant. C'est Il y en a péter des plombs, qui ça. sont très très bons là-dedans, qui passent leur temps à comprendre tout ça, mais c'est vrai que c'est hallucinant. Mais nous, on la Moi, connaît parce qu'on y a eu le droit il y a 15 ans quand on s'est installé et ouais. que je fais attention, moi, à tout ça. Mais celui qui Ben ne oui. sait pas, il. Ben regarde, Julien, il savait pas. Il savait pas qu'il pouvait avoir plus de serres. Tiens, Julien, je prends Ah, 10%. Hein. Non, mais c'est hallucinant parce qu'en fait, on pourrait s'installer pour pas si cher que ça si on faisait les choses correctement. Sauf que c'est compliqué de faire les choses correctement. Contrôle, hein, c'est contrôlé. Il va falloir que pendant 5 ans, oui. c'est Ça, pas ok. cotation mais presque, tu dois rendre des comptes quand même. Hein. Ouais, mais ça c'est normal. Moi j'ai eu des contrôles sur Oui, ça, hein. ah oui, J'avais eu oui, des. oui. Mais c'est normal, hein. Ils étaient venus voir si j'avais monté les serres et si je les avais encore. Voilà, tu dois mettre une Ouais. pancarte au vu de la. Enfin, voilà, c'est des petites contraintes, mais Oui. enfin, tu ne Oui, donnes mais pas c'est des sous rien. comme ça pour. Ouais. Mais tu vois là, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui est en train de s'installer, 100 000 euros d'investissement et il en a pour 30 000 euros de sa poche. Oh putain. Ouais. Et donc il a fait un crédit de 30 000 euros voilà, sur 8 ans. Donc il a dit, entre l'ADJA, justement, il m'a parlé du leader, de différentes aides qu'il a chopées. Il a dit, ouais, ça ne coûtait pas grand-chose, quoi. Et 100 000 euros, voilà, c'est pas mal, tu vois, pour se lancer sur une micro-ferme. Ça te permet d'avoir tout le package, quoi. Sans parler de la ferme, évidemment, mais déjà, rien que pour l'outillage, ben voilà, tu pars avec une belle base, quoi. Mais voilà, et lui, il était financier, donc les dossiers, les trucs, il connaît. Donc il a pris du temps à bien faire tout ça, quoi. Mais ouais, faut gratter un petit peu, il faut pas être trop pressé parfois. Euh, et ouais, faut garder un petit peu parce que 80% ou 50%, ben, ça change la donne, quoi. Au lieu Ça d'en change mettre tout. une dessert, t'en mets deux, quoi. Donc ça change tout, ouais. Ça change Après, tout. tu as les ADR quand même, les ADR et les grabs qui sont bien en courant de tout ça quand même. Ouais, Moi, je sais que ça dépend l'ADR, des. moi je suis dans la Drôme, l'ADR Ouais. m'a bien aiguillé sur ça. Et ici, le grab, c'est Agribiodrome. Et ils font les recherches un petit peu sur ça et ils aiguillent pas mal ça. Donc, je pense que Ouais, ça dépend c'est ça. Ça dépend des départements. Nous aussi, on est bien servi en Aveyron par rapport à ça. Mais il faut aller les voir et demander, quoi. Ouais. Mais l'ADR, ouais, l'ADR, ils soutiennent les petits projets, quoi, normalement.
carrément. Cool. Un autre sujet que vous voulez discuter, qui peut avoir rien à voir, hein, si vous avez des questions, des trucs. Oui, j'ai une question au sujet de la façon d'amender les planches, en fait. Ouais, dans quel sens tu veux dire? Alors, moi, j'ai bien compris la méthode Fortier ou la tienne qui est de réduire en fait la charge de travail en mettant des granulés de fientes de poule et 5 brouettes de compost par planche. Et ça, Ouais, c'est bien parce qu'en fait, c'est beaucoup moins d'efforts que moi j'ai fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous, on est installé depuis 2 ans. Et jusqu'à présent, en ouais, fait, on a voulu bâtir un nouveau sol en mettant beaucoup de fumier de cheval. Et on voit bien l'effet bénéfique pour le sol. Et ce que je vois, c'est que j'ai tout fait à la brouette et que ça demande beaucoup trop d'énergie. Je suis obligé de passer à autre chose pour les années à venir. Donc, ouais, je vois ta méthode, elle est intéressante parce elle va me soulager. Mais d'un côté, je me pose la question par rapport à la mouvance MSV où ils disent de bâtir un sol sur terre avec du broyat de bois, des choses comme ça. Mais cette méthode-là, elle plus d'investir dans du matériel mécanique, c'est-à-dire tracteur, chargeur, des choses comme ça. Nous, comme on est en installation, on hésite entre acheter un chargeur, un tracteur et un chargeur, ou un enfin un motoculteur, un BCS avec ce qu'il faut derrière pour préparer les planches, mais ça ne permet pas d'amender le sol à la façon du MSV, quoi. ouais, Donc, du coup, carrément. ça veut dire qu'en fait, il Ouais, faudrait que, j'achète un BCS ouais, avec ouais. l'outil pour préparer le sol et il faudrait que j'investisse également dans un tracteur pour avoir un chargeur et avancer la matière organique auprès des planches, quoi. Ouais, ouais, grande question, mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est sûr que physiquement, déjà, c'est plus simple ouais, d'apporter du compost que tu achètes, hein, du compost de déchets verts, qu'un fumier, un broyat, de la paille. Ça, clairement, c'est plus. Je vais couper juste quelques micros. Voilà, c'est coupé, Julien, désolé. Donc oui, apporter du compost 5 ou 10 brouettes par an, ça se fait. Il faut savoir quand même que on a un micro-tracteur ou un vieux tracteur. En fait, j'avais un vieux tracteur jusqu'à l'an dernier. On a investi dans un micro-tracteur parce qu'on amène quand même le compost qu'on va dans le tas, on va l'amener devant les planches. Après, on finit à la brouette, hein. Le micro-tracteur ne roule pas dans les passe-pieds. Il passe jamais dans les passe-pieds. Il faut savoir que l'idée là de rajouter du compost, c'est pour les je sais pas, les 4 années, 4 premières années, après, on peut quand même réduire un petit peu. Nous, on a des taux de matière organique qui sont devenus quand même super importants aujourd'hui. Ils sont montés à plus de 4,5 alors qu'on a très peu d'argile. Et quand on en croit la documentation scientifique MSV, il y a eu des rapports là-dessus, ben, il y a un certain taux de matière organique à obtenir et on serait à des taux suffisants aujourd'hui, nous, sur la ferme. Après, ça, c'est apporter du compost et la fiente de poule, j'ai envie de dire, c'est la façon hyper sécurisée, tu vois. Tu te mets vraiment pas en danger au niveau agronomique parce que c'est un fonctionnement qui est assez simple et assez utilisé depuis longtemps. Bien que si tu apportes quand même beaucoup trop de matière organique, beaucoup trop de compost, au bout d'un moment, tu peux quand même créer des blocages, notamment sous serre. Après, l'autre courant MSV, ou l'autre, je sais pas si c'est un autre courant d'ailleurs, mais on va dire plutôt d'apporter du broyat. Ben, moi, c'est pas quelque chose que je fais, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai fait des essais hein, dans les passe-pieds, des choses comme ça. Euh, Déjà, ma première problématique, c'est la ressource. C'est que chez moi, j'ai de la ressource en compost de déchets verts, donc pas cher. C'est-à-dire que moi, je peux me faire livrer un camion, ça me coûte 150 euros. J'ai mes 10 mètres cubes de compost de déchets verts, donc c'est que dalle. Si vraiment il n'y en a pas sur cette plateforme-là, je peux aller plus loin. Ça va me coûter dans les 400 euros. C'est une autre plateforme ailleurs. Par contre, j'ai zéro accès à du broyat de déchets verts. Ils veulent pas le vendre. Pourtant, ils l'ont. Hein. Ils l'ont aussi. C'est les déchetteries, elles ont ça. Donc déjà, rien que si je voulais le faire, moi, je peux pas. Donc avant des fois de se poser la question de quelle technique j'utilise, est-ce que je peux avoir la ressource? Ça, c'est souvent un point de départ important.
Ça, c'est le truc. Après, voilà, compost de déchets verts, enfin non, justement, des broyats de déchets verts purs, il y a quand même des choses qui disent dans le MSV, moi, qui me donnent pas envie. Déjà, ils parlent de sol froid au printemps. Donc ça, c'est pour moi un problème. C'est que souvent, on entend dire, oui, attention, lorsqu'on met du broyat, par contre, il faut mieux éviter les primeurs. Les sols sont plus froids. Donc ça, pour moi, c'est un peu rédhibitoire. Je commence à planter en mars. Je suis en Aveyron, sur des sols qui sont déjà froids. J'ai pas besoin de les rendre plus froids. Enfin, j'ai pas d'intérêt. Donc ça, c'est un premier truc qui me gêne un petit peu par rapport à ça. Donc déjà, premier, j'ai pas la ressource. Deuxième, ça fait des sols plus froids que si tu apportes justement un compost juste en surface. J'ai pas envie de m'équiper pour amener du broyat. J'ai pas envie de rouler avec des tracteurs ou avec des épandeurs compliqués dans mes jardins. Ils sont tellement tout petits. Puis on a des sols hydromorphes. Si je commence à rouler, rien que quand je roule dans le passage principal avec mon micro-tracteur, je fais des ornières. Donc je me vois mal rouler ailleurs. Ou alors il faudrait vraiment que je le fasse à une saison sèche, en septembre, octobre, des choses comme ça. Et la dernière fois, j'ai fait une formation avec un gars, j'ai perdu son nom, là, du sud, un mec qui est pas mal dans le réseau MSV, donc je suivais sa formation. Il était sur ma ferme et il dit putain, là, on a fait des essais, et première année où on met du broyat, boum, ils ont eu une explosion de rats aux pieds. Et ça me fait un petit peu peur parce que il y a quand même aujourd'hui aussi cette problématique qui est vraiment présente en maraîchage et un peu plus en maraîchage MSV. Et quand tu regardes le régime alimentaire des râteaux-pieds, il se nourrit aussi de broyat. Donc en fait, quand on apporte du broyat, ça favoriserait le râteau-pied. Et lui, ce gars-là, je sais plus comment il s'appelle, enfin, vous le connaissez sûrement, mais peu importe, il s'occupe de plusieurs centaines d'hectares de maraîchage, donc des grosses fermes dans le sud. Et donc, côte à côte, hein, des fermes, 20 ans de travail classique, tu vois, labour, etc., babamim. Là, ils commencent même ferme, ils font une parcelle où ils mettent leur broyat direct, un et un, défoncé par les rats-aux-pieds. Et donc, il dit, bah là, franchement, c'était clair. C'était vraiment clair. C'était pas un hasard de mettre, parce qu'il y a des régions où il y en a, il y a des régions où il n'y en a pas. Donc voilà, c'est un truc qui m'a dit, oula, ben, enfin, tu vois, j'ai pas envie d'y aller en fait. Mais après, ben, pour moi, il y a toujours deux choses à comprendre. C'est, ok, il y a la vie du sol, mais il y a aussi ta vie à toi, ta technique, ce que tu as envie de faire. Et il faut trouver cet équilibre-là. C'est pas que, bon, là, j'ai mis un peu en avance les côtés négatifs du MSV, tu vois, mais il y a plein de trucs bien hein, dans le MSV. Hein, il y a pas, c'est pas un concours. Hein. Mais c'est aussi trouver celui-là qui te correspond le plus et puis aussi celui-là. Enfin, moi, mon objectif, c'est quand même d'avoir une qualité de travail, une qualité de repos, avoir des vacances. Et je veux pas passer mon temps à mettre de la matière organique, tu vois. Ma seule préoccupation, c'est pas juste la vie du sol, c'est d'autres choses autour. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais si vous voulez en discuter. Ouais, moi j'avais une Ouais. petite question. Je sais pas si quelqu'un l'utilise, mon fournisseur là. Il m'a proposé des bouchons pour remplacer le compost. C'est un bouchon de micro-organisme, mais je sais pas trop ce que c'est. Fumier de mouton. Ah, c'est du fumier de mouton, t'es sûr? Ah oui, alors voilà, c'est du fumier de mouton. Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé? Non. Ben, le problème, c'est que ben, il va te dire, ben, t'en mets quoi? 2, 3 ou 5 tonnes hectares, 10 tonnes hectares? Je sais pas c'est quoi les conseils qu'il va te donner, mais ça va te coûter très cher en fait. Ouais, bah là on a fait le calcul. Bon, j'ai pas beaucoup, mais sur ma petite superficie, j'ai un bitunnel et j'ai 2 serres de 24 mètres et j'en ai pour 150 balles. Ouais, Ouais, mais faut voir combien t'en mets enfin, tu vois, le tonnage à l'hectare, tu vois, parce que moi, pour 150 €, je vais pouvoir mettre, enfin, tu vois, l'équivalent de 15 tonnes. Ouais, alors quand tu parlais, moi, le Donc 45 là, tonnes, ouais, le 45 tonnes, nous on en a pour 1 600 € de compost. ouais, ben, regarde ton compost de fumier de mouton, à combien tu le payes la tonne, tu vois. Mais tu dois Ouais, être Oula. tu dois être au moins dans les 300 voire 500 €, tu vois, la tonne. ouais, ouais, mon mari il dit 600, ouais. Mm. Ben, tu vois, j'osais pas le dire, mais
tu vois, tu es à 600 € la tonne et tu me dis combien ton camion de 46 45? Ouais, 45 600. Et du coup, ouais. Je sais pas combien ça fait la tonne 1600 divisé par 45. Ça fait 35 € la tonne. Ouais, d'accord, ouais. Tu vois? Tu passes un truc de 35 € à 600 € la tonne. Donc pour les fournisseurs, c'est super. Mais tu vois, à un moment donné, est-ce que ça a un impact vraiment d'aller mettre quelques granulés finalement de compost? Tu vois, bon là, c'est un peu de fumier, mais Le côté pratique où je me disais qu'on n'allait pas s'embêter avec la brouette à faire les oui, navettes. mais dans ce cas-là, tu sais, dans ce cas-là, tu mets 20 fois moins en volume et tu vas pas t'embêter. Oui, Tu oui, oui, vois? oui, je comprends. Mais là, Oui, oui. tu as un produit d'un côté qui vaut 600 € la tonne et de l'autre côté, tu as un produit qui en vaut 35 € la tonne. Donc, est-ce que, tu vois, c'est rien que ça, quoi. Est-ce que ça vaut le coup? Et parce que dans tous les cas, ça sera, on va dire, de la matière organique, donc avec un C/N assez élevé. Après, c'est très différent lorsqu'on parle de fiente de poule ou d'un autre un autre fertilisant, où là, tu vas apporter, tu vois, un C/N faible avec vraiment un apport d'azote à un moment donné, tu vois, que tu as envie pour tel ou tel type de légumes. Et là, aller payer 300 ou 600 € la tonne, c'est moins problématique parce qu'avec une tonne par an, tu vas faire ce que tu as besoin, tu vois, sur ta ferme. Par contre, tu vas jamais remonter un taux de matière organique, changer une structure, réchauffer ton sol avec des bouchons de compost. C'est un peu ça mon avis, quoi. Et c'est très cher. C'est très très cher. Ouais, ouais, j'ai bien compris. Voilà. Ouais. Mais ben, j'ai acheté ces granulés-là il y a 12 ans et franchement, ouais. Bon, c'était l'erreur. Bon, je vais Bah, annuler la. je sais pas si c'est une erreur, mais tu vas payer cher un produit qui est pas très qualité en fait. C'était pour mes points, en fait. Après, fais un essai si tu veux, tu vois. Après, bon, t'en es pour 150 €, mais voilà. Si tu peux avoir du compost, ça sera plus, ça sera plus simple. Ça marche. Ouais. Je sais pas, Nicolas, toi qui es sur un peu plus grosse surface que nous, qu'est-ce que tu utilises comme matière organique? Parce que du coup, ça doit faire un coût élevé aussi, du coup. Moi, je suis sur du compost aussi, pareil, que je me fais livrer. Je suis aussi Ouais, au prix que tu as eu, là, 35 € la tonne. Donc, ouais, livraison comprise, hein, c'est vraiment ça. ouais. Donc, Oui, je oui, crois que c'est je ça qui est tourne important. autour de 350 € la benne de 10 tonnes qu'on me livre plusieurs fois dans la saison. Je ne peux pas Ouais, venir tout d'un coup. Mais après, ouais, non, je fais tout à la brouette. Donc, avant chaque semis, avant chaque plantation, je mets mes 4 brouettes de compost sur mes planches. ouais, Et voilà. ouais, super. Et, Et ouais, mais ça change quand même la donne, hein, ce compost, hein. Enfin, bah, je moi qui pense fais qu'on plusieurs améliore années. beaucoup plus la structure du sol sur le long terme ensuite grâce à ça, quoi. Ouais, clairement. Après, pareil, moi, c'est pas un compost qui est vraiment. Enfin, c'est un compost mûr, comme ils disent, de 12 mois, mais il y aura toujours des petits bouts de branches encore, etc. Donc un peu de carbone, donc il y aura toujours quelque chose encore à digérer. Ouais. Euh, Moi, pour le moment, je regrette pas. Donc ça, je continue. Après, moi, la question, c'est toujours au niveau de l'engrais en plus que je mets, quoi. Que le Ouais. compost fait Mais pas, moi, vraiment pas. ouais, je suis assez d'accord. Le compost, moi, je sens aussi que mes sols, ils ont complètement changé et qu'ils s'améliorent grave au fil des temps. Et comme tu dis, ils sont pas hyper fins et il y a plein de bois et finalement, ça rejoint parfois, j'ai l'impression, de mettre du broyat de bois, quoi, parce que ben, on en met aussi finalement par ce compost. Mais oui, ça compense pas. Au contraire, moi, je serais plutôt tendance, et je me dis ça, hein, peut-être que je vais jamais le faire, à réduire ou à arrêter le compost au bout d'un moment, mais à continuer mes engrais organiques. Et les engrais organiques, moi, je travaille avec la fiente de poule et j'en suis vraiment content depuis pas mal de temps, quoi. Cette année, là, mon technicien, il m'a un peu, enfin, il m'a dit qu'il fallait que je change, j'essaye autre chose, mais franchement, Ouais. Parce que justement, par rapport au fumier de poule, toi, t'as pas de problème de croûte de sel, enfin tu sais, c'est un petit peu, on voit de salinisation au niveau du sol, parce que c'est quand même très, ça, très acide. ça apporte beaucoup de sels minéraux, quoi.
le fumier de poule. Donc c'est que ça aussi, j'avais posé beaucoup de questions sur le forum d'ailleurs sur le fumier de poule pour essayer de trouver un fournisseur. Et après, à chaque fois, je Ouais, suis conduit de l'autre côté à me dire ça risque de peut-être un peu trop saliniser le sol. Et vu que, en plus, moi qui suis dans la Drôme, avec les étés qu'on se tape maintenant, ouais, ça a des sols qui vont avoir d'autant plus besoin d'eau, je me dis. Enfin, ça me fait un peu peur en fait à ce niveau-là. Je sais ok. pas si ça Euh, va aider dans le futur. À force. bah, Je sais pas. c'est pas une info que je connaissais, tu vois, par rapport à ça, par rapport à la fiente de poule. C'est pas un truc que j'ai remarqué ou, enfin, je savais pas que ça Ouais. apportait autant et que ça pouvait créer des problématiques de salinisation. Après, j'ai pas l'impression qu'on en mette tant que ça, mais peut-être que je me trompe, hein, tu vois. C'est vrai que les dosages répartis sur la surface, hein, on n'est pas, c'est pas énorme, mais je sais pas, non, moi je sais pas, c'est enfoui en surface, enfin c'est enfoui dans les premiers centimètres, tu vois, ça fait quelques granulés dans les premiers centimètres. Mm. Et ma croûte, on va dire, ma couche superficielle, c'est quand même du compost, quoi. Même si Ouais. dedans, alors peut-être qu'en irriguant, ça fait remonter les sels minéraux et que, mais franchement, enfin, je peux pas dire. Oui. T'as pas spécialement vu de problématique. Non, T'es non, j'ai vraiment. pas vu ça. Non, j'ai pas remarqué ça. Après, ça fait pas non plus 20 ans que je fais du maraîchage au même endroit, tu vois. Et c'est vrai que c'est bien de se prémunir de choses qui peuvent arriver, quoi. Ouais, Mais non, j'ai pas remarqué ça. ok. Et cette fiente de poule, tu sais combien tu la payes? Tu l'as en tête? Ouais, 300 euros la tonne. Il me semble que c'est ça. Mais ouais, c'est ça, 300 euros la tonne. Livré, hein. Ah, en plus. Ça, Ok. ouais, il faut trouver ça. Il faut chercher localement dans les coopératives, hein. Alors, suivant les coopératives, ils vont avoir différents noms. Moi, j'ai eu du Terragral, Fertigal, euh, Septi Mazagal, ouais, trois que je me rappelle. Voilà. Et c'est tout le temps 100% fiente de poule. Une fois, il y en avait une où il y avait un peu de lisier de porc avec. Euh, mais sinon, généralement, c'est 100% fiente de poule. Donc, c'est un Ok. granulé, petit granulé. Et après, ce que vous avez testé, moi je mets un truc, mais je sais pas l'effet que ça a, c'est juste que j'ai vu ça sur des autres fermes sur lesquelles j'ai travaillé, c'est du tourteau de Orga ricin 3. et de l'orga 3. Ben, l'Orga 3, franchement, t'es à 900 euros la tonne, c'est très cher. Ouais, c'est très cher. Euh, c'est très très cher. Et puis, l'Orga 3, c'est beaucoup plus lent que la fiente de poule. Donc, Ok. tu vois, ça va minéraliser plus lentement. Donc, tu vois, sur une culture de tomates et tout, ça peut être intéressant parce que, à la limite, c'est une culture qui va rester longtemps. Mais voilà, tu n'auras pas cet effet que moi je recherche au printemps, au mois de mars, quand le soleil est froid et que l'azote ne se minéralise pas. Et je te dis, tu es au moins à 900 euros, la tonne. Donc, franchement, pour un mélange dedans, il y a plein de trucs, tu vois, ils disent pas toujours ce qu'il y a dedans. Mais bon, il y a de la pulpe de raisin, des marcs de café, plus farine de plume, farine de viande. L'orga 3, c'est un gros mélange, quoi. Donc, c'est un mélange à la fois qui se minéralise très vite, mais aussi très très lentement. Voilà, ça fait un mélange qu'on ne sait pas trop. Et tourtereau de ricin, non, moi je n'utilise pas. J'ai essayé pendant longtemps mais, à le chercher, mais je ne trouvais pas la ressource. Donc des fois, tu vois, ça va être juste ça la problématique, c'est que peut-être que toi, tu seras obligé d'utiliser du tourteau de ricin et de l'orga 3 parce que tu vas pas trouver la ferme de poule, quoi. Bah, j'en ai trouvé, mais pas. Enfin, j'ai demandé à la coopérative et en fait, ils m'ont juste filé un 06 d'un éleveur qui fait ses granulés de fiente de poule, mais je l'ai pas encore contacté. Ok, mais de toute façon, Moi, c'est ce via le qu'on. forum, là, j'ai quelqu'un qui m'a répondu. J'ai eu un contact et pour le faire remonter du sud, c'était 300 euros. Mais là, Pour la quelqu'un tonne. sur le forum là du cercle, hein. Ok. Ouais. Et 300 euros, ouais, mais juste une seule tonne? C'était 180 euros la tonne et pour le faire remonter avec mon transporteur, moi, d'ici, ça faisait du 300 euros. Ok. Ah, Ouais. c'est correct, hein. Et ça venait de. C'était quoi le fournisseur? Et il faudrait que je retrouve. Ben, il faudrait regarder sur le cercle. Ouais. J'avais posté un Ok. post. Oh, il y a quoi? Il y a un mois de ça. Et la personne m'avait mis un T'avais 6. Ok.
Et moi, Je j'avais vois une viande petite de poule, mais je question. vois pas. Le temps qu'on est dans le compost, est-ce que c'est une mauvaise idée Ouais. au mois de février de tout épandre sur toutes les planches et de rebâcher sans Non, pas l'enfouir? du tout. Ouais, non. Après, nous, on l'en fout très peu. Hein, tu sais, c'est vraiment la herse rotative, c'est 5 Ouais, cm, quoi. ouais, Non, non, franchement, enfin, nous, enfin, on se pose pas la question quand est-ce qu'on met le compost. On le met quand on peut. ok, Tu ouais. vois, si, Parce si que pour nous, toi en c'est fait, bien en février, franchement, mets-le en février. En fait, le ouais, compost, il faut bien s'imaginer, c'est pour du long terme, moyen terme, quoi. Donc, que tu le mettes en février ou en mai, c'est pareil. parce que Enfin, nous, pour du moi, c'est coup, pareil. on le met au tracteur, mais on fait ça quand il gèle pour pas Ouais, faire de les rouat ou de. ornières, ouais. Et bah Ouais, après, c'est vrai que c'est vachement c'est pratique déjà parce que on se casse pas le dos avec la brouette. Après, voilà, il y carrément. a quand même un tassement du sol dans les passe-pieds, mais enfin beaucoup moins qu'une année on avait fait ça, ça faisait des trucs. Et du coup, on Ouais. avait trouvé la solution là, mais on se demandait quand même si c'était bien ou pas. Mhm. Moi, Des ça me fois, paraît. Ouais. Et t'arrives avec ton tracteur à rouler que dans les passe-pieds, t'es sur du 75 cm aussi? non, on est sur du 1 mètre, Ouais. 1,20 m. 1 m 10. Ouais. Et Et t'as du un coup, épandeur qui est peint sur plusieurs planches ou juste on sur une a, planche? on a acheté une dessilleuse D'accord. à maïs, là, enfin à vache, Ouais. là. Et Ouais, du ouais, coup, ouais. on charge le Ouais. compost comme ça, et puis on avance tout doucement, et du coup, ça le met. Ouais, ouais, sur Ça... le côté. Ouais. Mm, Ok, super. Ouais, ouais. Non, mais non, carrément, ok. de toute façon, Oui, qu'il ça soit pose pas mis de au mois problème. de février, ou au mois de juin, ou au mois de juillet, c'est pareil. Enfin. Non, bah, vu que t'es au tracteur, le mieux c'est de le mettre là où t'abîmes le moins le sol, quoi. C'est toujours ça. Oui, non, mais voilà, lui, C'est enfin, il ça, fera autant d'effet que. bien sûr. Bah oui, Ouais, oui, ouais, carrément, ça marche, carrément. merci. Mais ouais, après, c'est vrai que le compost, je sais pas comment vous le vivez les autres à la boîte, mais enfin, vu que c'est du compost de déchets verts, c'est quand même assez facile à épandre à la boîte. Nous, on fait C'est jamais tout léger, d'un mais c'est coup. long. On fait, ouais, c'est un peu long, mais c'est, ouais, nous, ben, ce genre de chantier, tu vois, on le fait à plusieurs. Euh, je vais pas dire à mon employé, mais peut-être à 12 planches à faire là-bas. C'est vrai que là, Mmh. c'est ce genre de chantier, ben, tu vas à deux, à trois, et ça change la donne. Tu discutes et tout. Et puis depuis quand même qu'on a le tracteur qui va bien et qui amène le compost devant les planches, ça change aussi pas mal la donne. Parce que quand le tas il est C'est loin, clair. ça c'est ouais, c'est galère. Dans cette situation, tu peux aussi voir un voisin. Hein. S'il n'y a pas de tracteur sur la ferme, un voisin il vient avec un godet, il vous met 4 tas un peu partout et c'est jouable aussi. Hein. Euh, Parce que moi je sais que ma semi, enfin ça c'est pas une semi, mais le camion quand il vient me béner, j'ai qu'un endroit quoi, je peux pas le mettre ailleurs. Quoi. Mmh. Et des fois, ça peut être bien de faire prendre le tas et le diviser en quatre. C'est faisable aussi. Un autre point que vous vouliez discuter? Moi, j'ai une question par rapport à la planif. En fait, j'ai fait une connerie, ou plutôt j'ai pas fait. C'est que j'ai Ah pas oui, du c'est tout toi. fait j'ai pas fait la commande de plan de début Ah, d'année. Non, c'est autre ok. chose. Et du coup, je D'accord, c'est voulais autre te chose. demander conseil sur qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'essaie d'en commander quand même et de les planter plus tard, ou est-ce que je laisse tomber cette première plantation et je me concentre sur autre chose. Enfin, Ouais. Ouais, tu parles de la plantation de janvier, quoi. T'as déjà les serres? ouais, que j'avais prévu. Ouais, ouais. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de serre, hein, Oui, oui, c'est mais quelques tunnels. Et mhm. j'ai des trucs dessous, hein, tout est rempli, mais Ben, deux solutions. Soit t'attends début janvier et t'appelles quand même les fournisseurs parce que des fois ils ont du RAM. ouais. Tu vois, ça dépend, je sais pas chez qui tu te sers, mais ça peut être une solution en fait. Tu vois, quand ils peuvent, généralement ils produisent un peu plus, tu vois, pour eux, pour pas qu'ils aient de galères et tout ça. Donc ça peut arriver que pour nous les petits maraîchers, en fait, des fois ça suffit, tu vois, ils vont peut-être Ouais, avoir 2 packs de salade, une pack de persil et tu vois, ça peut être, et pourquoi pas appeler plusieurs fournisseurs en janvier. Franchement, on a le temps, quitte à faire quelques kilomètres, tu vois, des fois. ouais. Je sais pas, voilà, je sais pas où ils sont. Euh, Sinon, si tu commandes maintenant, oui, ils vont te les faire pour quoi, fin février.
Là, en commandant cette semaine chez Vols, c'est ouvert Ouais. en 10. En Jusque 10? fin de la semaine. Ouais, en 10, ouais. Ouais, donc ça te. Début mars, C'est quoi. quoi? Là, Ah si ouais. tu commandes jusque vendredi, là, t'es en 10 et après, tu décolles, quoi. Ouais, après ça passe à 11, etc. Mm. Ok. Ouais. Ouais, j'avais pas pensé en Donc, fait à appeler pour ouais. essayer d'avoir des petits surplus. Ok. Ouais, ben ouais, c'est ça. Ouais, Ok. je, Et je vois pas d'autre solution de mon côté parce que ouais, c'est ça. Soit tu commandes pour le mois de mars maintenant, soit c'est sur les rames. Mais les deux sont faisables finalement. Tu peux peut-être en commander un peu. Bon, il faut avoir la place évidemment. Parce que si tu attends encore 3 semaines ou un mois avant de commander, ben ça sera début avril quoi. Ouais. Et vous avez commandé les tomates, t'as commandé les tomates et tout ça, les solanacées aussi. J'ai pas commandé encore tout ça et je me rends compte que ouais, Ça, c'est. ah ouais, mais là il faut aussi se dépêcher pour les solanacées parce que si tu prends du greffé, ça va vite, hein. Ils ont T'étais déjà besoin presque en de. rupture, en rupture, hein. Ah ouais. Ouais. Ah, la pression. Ouais, ben Ah là. ouais. Ah non, non, mais si, moi, il est venu la semaine dernière et il y avait déjà plein de trucs qui étaient déjà. Ouais. Bon, après, si, je pense qu'ils ont le même logiciel pour tout le monde, mais. Ouais. Ouais, moi 15 octobre, bon, 15 octobre c'est tôt, mais novembre, tu vois. Novembre, alors que, ouais, début novembre, on foutait plein de janvier, et puis même moi, je fais tout, en fait. Mais c'est vrai qu'autour du 15 octobre, il faut commencer à réfléchir à ces plannings pour que le 1er novembre, tout soit calé et tu puisses envoyer ça à ton fournisseur. Parce que lui, il faut qu'il commande les graines, enfin voilà, il a du taf quoi, derrière. Hmm. Parce Après, que moi, tu vas je sais avoir que un les mail. maîtres, Ouais. ils vont jusqu'à fin décembre quand même pour les commandes. Moi, il y a eu des Euh, moments où j'ai commandé, au début, quand je faisais pas encore tous mes plans, les tomates, je les commandais chez Meffre. oui. Ils acceptaient encore jusqu'à fin décembre, mais vraiment dernier délai, quoi. Ouais, mais pour des tomates, mais pas pour tes plantations de janvier, tu vois. Ah oui, non, Oui, non, 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 bien c'est sûr. sûr que. Et ouais. Ouais, moi je pense, ouais, c'est pour ça que moi j'y vais assez tôt et que ouais, je commande pour mes plantations semaine 2. Donc quand tu commandes pour la semaine 2, ouais, t'as intérêt d'anticiper. Mais c'est vrai que pour les plans greffés, ouais, moi je fais pareil. Je prends, je savais même pas, tu vois, que Meffre il prenait jusqu'à fin décembre. Tu vois, j'aurais dit un peu plus tard, tu vois, mais même pas. Donc c'est maintenant, hein, Julien, ouais. Avant Ah, Noël, quoi. mais en plus, je sais les quantités dont j'ai besoin et tout, donc il y a juste à passer la commande, quoi. Mais enfin, pour les Oui, c'est solanacées. ça. Ouais. Ok. Et après, si tu fais une plantation de Salanova en début d'année aussi, et tu arrives à avoir des plans où tu Et, fais tes plans. et bien justement, c'est la première année qu'on a acheté là du plan pour janvier de Salanova chez MEF. Ok. Voilà. Mais sinon, on faisait nos semis, donc on arrivait super tard. Mais ouais, tu peux trouver aussi chez les fournisseurs. Ok, chez Mèvres. Ouais, chez MEF, ouais. Bah ouais, moi j'aime bien MEF. Ah, il Ouais, fait un ils ont super des plan de bons qualité. plans. Ouais, c'est un peu plus cher, hein, sûrement qu'ailleurs. Je sais que c'est plus cher que chez Volts, mais c'est incomparable. Après, voilà, Tu moi prends je tout là. prends. Ouais, mais je prends tout là, mais à la fois je prends rien parce que je fais une livraison en janvier euh, et je fais une livraison en mars. Donc j'ai 2 livraisons. C'est tout. Tout Ouais. le reste, c'est moi qui le fais. Mais bon, ça fait quand même 3 000 euros de plan, tu vois. Euh, donc il y en a un petit peu, mais voilà, le reste, je le fais. Si je devais avoir des livraisons régulières, je pourrais pas. J'habite trop loin, moi, ils me livrent pas en plus. Donc quand c'est comme ça, ben Volt, c'est super pratique. Et Volt, ça peut être bien, ça dépend du commercial aussi, parce que nous, on a un commercial qui, franchement, il est pas sérieux, notre commercial. Donc il y a toujours des problèmes avec Volt. Mais c'est vraiment le commercial qui déconne, tu vois. Et, donc, autant qu'il y aura ce commercial, nous, dans Et la tu région, c'est penses pas la peine. il vaut mieux faire ses plans quand même ou c'est quand même plus rentable? Non, franchement, c'est pas rentable de faire ces plans. Si tu as la possibilité d'avoir du beau plan pas loin de chez toi, franchement, faut pas s'embêter. Parce que nous, c'est 15 plateaux, quoi. Par variété? Non, Non, total. Vols, il livre pour 15 plateaux. Ouais. Ben, après, des fois, c'est un peu trop. Ou ça te va?
Bah non, en début de la saison, ça va, mais là, je suis en train de regarder, il y a des trucs, non, mais c'est vrai que pour un pied de mâche à 7 centimes ou un pied de salade à 10 centimes, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de se faire chier à le faire, quoi? Ah ben, clairement, non. Non, non, quand tu auras passé, si tu calcules le temps, c'est surtout le temps, en fait. C'est pas tant le coût de, enfin, il y a le terreau, un peu de chauffage, tout ça, mais le temps passé, il est énorme. Il est énorme sur une pépinière et Ouais, ouais. si tu peux avoir du beau, ouais. Le seul problème, moi, que j'avais avec Volts, c'est justement cette problématique de 15 plateaux. J'étais un peu obligé parfois, vu que ma ferme n'est pas assez grande, de décaler mon planning à cause de ça, et ça m'embêtait, quoi. Ça, Ouais, c'était parce que un peu relou par rapport à ça. Meffre, là, c'est un fournisseur de plants, mais pareil, Non, non, il livre non, partout. Ah non, non? il livre pas. Non, non, il livre pas. Ah oui, Hmm. ok, Là, il est dans le sud, il est à Avignon. ça Et marche. ouais. Non, non, il livre pas. Ouais. Moi, j'aurais une petite question sur la planification sur Crops. Alors, soit c'est moi qui suis nulle, mais c'est la première année que je l'utilise. Mais j'arrive Ouais. pas à enregistrer les semences. T'arrives pas à enregistrer les semences, ça? Ben non, quand je suis sur ma série, en bas, Ouais. je comprends pas le truc. Tiens, Attends, je suis je vais me je suis mettre en sur train de un l'ouvrir truc. aussi. Hop, modifier. Par exemple, quand ils mettent donc la serre, type de plaque, donc ça c'est le nombre de trous. Attends, j'arrive aussi. Non, Hop, même pas. j'en prends une. Euh, J'ai non, pris tu l'as l'épinard, ouais, plus. n'importe, de toute façon, on s'en fout. Oui, oui, peu importe. Ouais. Voilà, semence, t'as graine par trou. Ouais, alors ça, il faut mettre quoi? Une, par exemple, l'épinard. Ouais, par exemple, une, ça Ouais. dépend si tu mets plus. Ben, voilà. Pourcentage supplémentaire. À perte estimée. Attends, pardon, plan fait. J'étais pas au bon endroit. Donc, déjà, pardon, j'étais pas au bon endroit. Type de Ouais, plaque, tu ouais, mets. Donc, toi, je sais pas, les plateaux que tu as, 120, 70, je ouais, sais pas. ouais, d'accord, ouais. Ok. Perte estimée, tu vois, normalement en pépinière, on parle de 30%, mais ça peut être un peu moins, tu vois. Mais Oui, disons 30%. Et ouais. après, il te Donc faut là, mettre, je mets 30, oui, ok. voilà, et un nombre de graines au gramme. Ça, c'est sur la documentation, par exemple, d'un cahier de volt ou de agrosemence, tu vas avoir le nombre de graines au gramme. Ah oui, toi, tu le mets pas sur la densité, enfin, sur les fichiers Excel, là, s'il n'y est pas ça. Si, sur le fichier Excel, il y est un. Alors, le nombre de Sinon, tu graines. vas le. Ouais. Ouais, sinon, ça, il faut que Ben, mets un chiffre au pif là. Mets 20 euh, par exemple. attends, faut que je me remette. Nombre de graines au gramme, ouais. Tu vois, tu mets. Quantité Et 47. normalement, Ah oui, donc il va me mettre 47. Ouais, ouais, alors si ça s'y est pas dans tes trucs à toi, faut que je regarde dans le catalogue. Ouais. si, c'est dans le fichier Excel. Enfin, je l'appelle Excel, mais voilà, dans le tableur OpenOffice là. Ouais, ok. Mais Oui, d'accord. Ok. mais en fait, pour faire plus simple, il vaut mieux que tu prennes le catalogue d'agrosemences, la première page du nouveau catalogue ou la dernière page, je sais pas, il y a un endroit, il y a un lexique, ça reprend tous les légumes et tu as toutes les quantités graines au gramme. Oui, que ce soit graines ou agro-semences, le nombre de graines au gramme, c'est le même. Oui, Oui. des fois ça change un petit peu, mais ça se joue à pas grand-chose. Ok, non, bah je vais pouvoir avancer alors. Je Et du bloquais coup, ça te là-dessus, je donne sais la pas si quantité. c'est. Ouais, ok, ça va me Ouais, donner le voilà. grammage. Ok, ça marche. Oui, et du coup, après, dans la section semences et plants, ça te fait le total, tu Oui. vois. Ouais, bah Tu oui, vois, c'est ce qui me semences tout court, manquait. voilà. Ok, Ouais, ça bah, marche. c'est vrai que c'est super efficace, hein. Bah oui, 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 mais je sais pas, j'avais un Mm. bug là-dessus. Ok, mais c'est tout. Bon, mais super. Parfait. Merci. Ouais. Euh, ok. Stéphane, je vois que tu posais une question dans le forum, enfin dans le chat. Mais peut-être que tu peux aller voir Leader, hein, on en a parlé tout à l'heure. Leader, peut-être que dans ta région, ça y est, et qu'il y a peut-être des aides là-dessus. Il faut voir. Quelqu'un veut intervenir?
Pour moi, c'est tout bon. Ouais, ok. Ouais, j'ai une dernière question. Oui. C'est parce que pour moi, un maraîcher, en fait, il doit fournir salade, fraises et pommes de terre. Enfin, en tout cas, dans ma région, c'est un peu la base, quoi. Quand on fait un panier, quand on va au marché, les gens, ils cherchent des patates, quoi. Et du coup, c'est vrai que les pommes de terre, nous, on en a fait un peu en primeur, les grenailles. Mais dans le modèle Fortier ou le tien, c'est pas vraiment envisagé, quoi. Et j'étais moi en stage dans le centre où lui disait bon bah les patates c'est un truc qu'on achète et qu'on revend à nos clients. Et dans le long terme, il disait qu'il voudrait investir dans un tracteur sur une autre parcelle pour produire de la patate quoi, en fait. Et je sais pas ce que tu en penses quoi, je sais pas comment vous voyez les choses, mais c'est vrai que moi de mon côté, jusqu'à présent on a fait toutes les variétés de légumes, les blettes, les betteraves, tout ça les salades, mais ça se vend assez peu. Et parce qu'en fait, les gens, bah, ils veulent de la salade, de la fraise, de la tomate, du concombre et des pommes de terre, quoi. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est vrai que le modèle sur petite surface se prête pas du tout à la pomme de terre, à moins de faire un peu de pomme de terre primeur. Oui, pourquoi pas, tu vois, type toile tissée, enfin, tu vois, sur bâche plastique, bâche à salade. Nous, on va en faire un petit peu cette année, on va faire quelques essais, mais vraiment pour faire des essais, quoi, hein, pas vraiment pour faire une grosse production de pommes de terre primaire. Sinon, après, ça s'y prête pas du tout. Moi, je crois vraiment que la pomme de terre, c'est plutôt un légume de plein champ qui se fait très très bien au tracteur. Et voilà, moi, j'ai pas la capacité, en tout cas, de pouvoir la faire en grosse quantité. Si je voulais avoir de la pomme de terre sur le marché, il m'en faudrait vraiment beaucoup. Et du coup, il me faudrait, oui, un tracteur, enfin, m'équiper. C'est un autre métier. Enfin, c'est pas le mien, en tout cas, aujourd'hui. Pas sur mes 5 mm². Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord dans l'idée où il faut de la pomme de terre. Tu vois, je pense pas qu'on est obligé d'avoir de la pomme de terre. Moi, ça fait 12 ans que je suis sur les marchés. Ça fait 12 ans que j'ai pas de pomme de terre et ça fait 12 ans que les gens ils continuent à venir et voilà. Et j'ai des collègues où ils ont de la pomme de terre et ils vont chercher la pomme de terre ailleurs, comme moi d'ailleurs. J'achète de la pomme de terre à mes collègues. Euh, donc ça, ouais, moi je suis pas, tu vois, sur tous les marchés, on a 15, minimum 15 légumes différents et ça se passe très très bien. Après, oui, il y a l'achat-revente, pourquoi pas, hein, franchement, ça peut être aussi une alternative. Nous, je sais pas, moi par chez moi, bah là, elle a augmenté un petit peu, mais moi je trouve la pomme de terre en bio à 1,10 € du kilo. Franchement, et là, ça, je te parle à prix public. Donc, si moi j'y vais et que je lui achète 5 ou 10 tonnes, je vais l'avoir à 60 centimes, 70 centimes, tu vois, la pomme de terre bio. Donc, est-ce qu'il faut s'embêter à la faire? C'est pas sûr. Lui, il est équipé, le mec, il fait 20 hectares, voilà, il a des gros tracteurs, des grosses machines, il fait de la patate, quoi. Euh, donc ça, pourquoi pas faire de la revente? Alors nous, on a pris le parti de faire zéro revente parce que j'ai vraiment envie de garder cette image 100% producteur. Et je crois que c'est quelque chose qui est payant sur mon marché, en tout cas dans ma région. On a cette image-là et il y a absolument zéro revente. Donc, ta fois, ben, j'ai pas de fraises, parfois j'ai pas de salade et j'ai pas de pommes de terre. Ça m'arrive, quoi. De pommes de terre, j'en ai même jamais. Mais voilà. Mais après, ça, je crois que c'est du cas par cas. Je suis pas sûr que l'investissement vaille le coup pour faire de la pomme de terre. En tout cas, sur une petite surface, c'est quasiment sûr que non. Tu vas défoncer tes planches pour faire une toute petite, un petit volume, quoi, finalement. Euh, mais voilà, je sais pas si les autres, qu'est-ce que vous en pensez, si vous en faites quoi de la pomme de terre. Mais... Alors moi j'en fais de la primeur sous serre. J'habite Mhm. dans le nord. Ils les vendent à 40 centimes le kilo en arrière-saison. Donc je me fais pas souhait à la cultiver dehors, mais sous serre, oui. Ouais. Non, mais c'est Sous ça. serre, là au printemps, on était à 6,50 le kilo. Ouais. Euh, mais alors dehors, non. Bah moi, je suis dans le nord-est. Là, je les ai tous à côté de moi. Enfin, ça sert strictement à rien, quoi. Non, mais voilà, je pense que tu as résumé la situation. Il y a des cultures, tu vois, c'est la pomme de terre, ça sort un peu du cadre de maraîchage finalement. C'est une grande culture, comme on va pas, enfin, comme on ferait pas du blé ou de l'orge ou tu vois, sur nos planches, quoi. C'est vraiment une grosse culture, la pomme de terre. Et quand tu as des régions en plus où il y en a,
je trouve que la diversité de légumes, tu vois, elle est énorme et autant on peut être hyper performant sur certains légumes, sur nos petites fermes, autant sur d'autres, il faut se dire, ben non, tu vois, c'est pas pour nous. Enfin, c'est pas grave, tu vois. En même temps, on fait quand même 45 légumes différents, 120 variétés. Il y a de quoi faire, quoi. Après, voilà, Stéphane, je suis pas sur tes marchés, je sais pas comment ça se passe, mais moi, je crois et je le redis. Il y a pas longtemps, j'avais encore une discussion avec d'autres personnes là où la diversité, quoi. La diversité sur vos stands, c'est vraiment la clé pour faire des gros marchés. Parce que nous, on vend plein de petites choses. C'est vrai qu'on vend plus de concombres et de tomates l'été que de fenouil et de blettes, mais mis bout à bout, nos 20 ou 30 bouquets de persil chaque semaine sur chaque marché, eh bien, mis bout à bout, toutes ces petites ventes à la fin de l'année, ça fait quand même un sacré chiffre d'affaires, quoi. Donc voilà. Mais je crois vraiment que la diversité, ça paye. Faites Ok, la pomme de merci. terre, là. Ouais. Ouais, merci Du pour coup, toutes ces réponses. J'ai une dernière question si je coupe pas la parole à d'autres. C'est non, justement, je me suis quand tu es venu la semaine en formation, je sais pas, il y a 2 ans maintenant. Tu disais que tu étais prêt à faire presque 1 heure de route pour faire un bon marché. ouais. Et moi, ça me parle parce qu'on est à l'île d'Oléron, en fait. Et Ok. l'été, pendant 6 semaines, 8 semaines, ça marche très bien. Mais on a un gros problème, c'est que du jour au lendemain, en septembre, en fait, il n'y a plus personne. Donc, il faut que je Mhm, me faire un salaire pour faire 2 salaires, en fait, parce que je suis avec ma femme. Il faut mhm, qu'on prévoit de faire un marché sur le continent, soit La Rochelle, Royan ou Rochefort. Et du ouais. coup, c'est clair que c'est des kilomètres à prévoir. Et toi, tu confirmes que tu continues à faire 1 heure de route pour tes marchés? Ouais, bah après, moi, alors moi, il n'est pas à 1 heure de route, mon marché, mais clairement, 1 heure de route pour aller à un marché, voire 1 heure et demie, c'est rien du tout, en fait. Enfin, c'est rien. Ça a toujours été un petit peu comme ça. Les maraîchers, ils ont toujours amené leurs légumes à la ville. Donc, si c'est vraiment pour faire un gros marché, il faut pas hésiter. Tu n'auras pas le choix. De toute façon, on peut pas vendre enfin, c'est très rare les situations où tu peux vendre en hyper local ta production. Faire 15 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires en hyper local, peut-être. Mais si tu veux vraiment avoir tu vois, un niveau de vie avec un salaire minimum, tu me parles de 2 personnes, donc il faut au moins plafond, il faut au moins aller vers les 50, 60 000, voire tu vois, par an. Moi, je sais qu'en hyper local, c'est pas possible. Et donc oui, moi j'ai un marché à 40 minutes de route et l'autre à 15 minutes, mais j'ai vraiment de la chance. J'ai mon voisin, lui il fait 1 heure de route, il va à une autre ville, tu vois, enfin, à la préfecture de l'Aveyron, mais ouais, il faut pas hésiter à bouger, tu vois. Moi dans ma région, c'est une région d'élevage. J'ai des producteurs de viande à côté de chez moi. Ils montent toutes les semaines à Paris. Aveyron-Paris, c'est loin. Et toutes les semaines, ils découpent leur viande, ils vont tout ça chez un boucher à Paris. Il y a des boucheries spécialisées. J'ai un autre gars, une fois par mois, un voisin à moi, il livre des colis de veau à Bordeaux. Il est dans une AMAP à Bordeaux, le gars. C'est à 3 heures de route, quoi. Et voilà. Donc, si c'est pour faire des vrais marchés, voilà, tu vois, des marchés à 1000 euros, 1500 euros, enfin, tu vois, il faut pas hésiter. Tu peux pas. Enfin, c'est compliqué de vivre sur 3 marchés à 250 euros. Voilà, si tu as l'opportunité d'aller à un autre marché plus loin, il faut y aller. D'après moi, le marché, c'est capital. Nous, on l'a vu avec l'ouverture du deuxième marché, parce que j'avais un marché qui marche très très bien, plus des paniers. On a arrêté les paniers parce qu'on était saturé, on n'arrivait pas à aller au-delà, on était à 25 paniers et il m'en aurait fallu 50 pour que ça tourne bien, plus mon autre marché, hein. Donc on a arrêté les paniers, j'ai attaqué un deuxième marché et là de suite, hop, eh ben voilà, on a eu un souffle nouveau et du coup, ben ouais, du coup c'est super. Enfin, du coup ça facilite, on a deux débouchés et on n'aurait pas ce chiffre d'affaires qu'on a aujourd'hui là si on n'avait pas eu ce deuxième débouché aussi quoi. Donc c'est très important, ouais, les débouchés, quitte à faire 1 heure de route. Ok, super, merci. Je sais pas les autres comment vous commercialisez, si vous allez loin ou pas, mais c'est une question très très importante quand même hein, pour la réussite du projet. Ben, moi, personnellement, j'ai la chance que ce soit vraiment tout en local. Ouais. Moi, je suis sur Montélimar. Je fais mon gros marché le samedi matin à Montélimar.
Ok. Et là, j'ai intégré un deuxième petit marché, mais parce qu'en fait, je faisais un marché à la ferme en saison. Cette année, par rapport à l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, ça a dégringolé. Ok. Donc du coup, je suis plus en mode, je vais l'annuler. Donc du coup, je tente d'intégrer un marché qui se fait le vendredi soir, au même moment où moi je faisais le marché à la ferme, et qui est juste à côté en fait, et qui est à 10 minutes. Mais pas à Montélimar, notre ville, du coup. Non, pas Montélimar, c'est juste Ok. la ville à côté, enfin le village à Ouais. côté. Ouais. Donc non, j'ai la chance de le faire pour le moment vraiment local, mais la question justement se pose si justement j'embauche quelqu'un, d'aller pouvoir aller aussi un peu plus loin, d'essayer de trouver Ouais. un marché un peu plus porteur, parce que là celui du vendredi soir pour le moment c'est un peu la catastrophe. Ouais. Euh, mais voilà, après dans le coin, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est aussi d'arriver en tant que maraîcher, enfin, plus généralement en tant que producteur de légumes à intégrer un marché. Là, les places, Ouais. elles sont vraiment, c'est de l'or, quoi. C'est Ouais. vraiment. Ouais. Ouais. C'est vrai que pour aller un peu plus loin, ouais, Stéphane aussi, c'est sûr que les marchés du week-end sont toujours mieux. Hein. Tu vois, le marché du samedi matin ou du dimanche matin, c'est vraiment le... Sauf exception dans les très grosses villes. Tu vois, mais bon, les 5 grosses villes de France, quoi, tu vois, Toulouse, Bordeaux, Paris. Quoi. Mais sinon, c'est vrai que les marchés du week-end sont quand même mieux à choisir. C'est bien d'aller le samedi matin ou le dimanche matin. Après, bon, il faut vouloir travailler le week-end, mais c'est vrai que c'est quand même des marchés qui sont plus porteurs. Mais ouais, il faut pas hésiter à bouger, hein, c'est sûr. Pourquoi, sauf dans les grosses villes? Bon, dans les grosses villes, ça change pas grand-chose. Il y a des très bons marchés en pleine semaine. Ah ouais, ok. Enfin, tu vois, dans Toulouse ou Paris, le marché du jeudi ou du samedi, c'est le même. Enfin, c'est le même. Tu vois, t'as tellement de monde en fait que ça va le faire. Par contre, c'est vrai que dans les campagnes, le lundi, mardi, mercredi, c'est quand même des jours compliqués. Lundi, mardi, très compliqué. Voilà, c'est un peu mieux fin de semaine et l'idéal, c'est le week-end. Mm. Et plus la ville est plus petite, plus la ville est petite, voilà, plus il faut partir sur le week-end. D'ailleurs, souvent, il y a les villes moyennes, tu vois, je parle de 15, de 15 000 à 50 000 habitants, tu vois, souvent, elles ont deux marchés. Elles ont souvent un marché en semaine et un marché aussi le week-end. Et c'est généralement, enfin, c'est pas les mêmes, quoi. C'est pas du tout la même fréquentation. Mais ça peut aussi le faire. J'ai un collègue à moi, il est sur une ville de 50 000 habitants et il fait le marché le mercredi et le samedi. Et il n'a pas les mêmes clients. Des fois, il a les gens qui reviennent parce qu'il y a aussi cette consommation un peu citadine qui achète vraiment juste un tout petit peu. Donc, il a des clients qui sont là le mercredi et le samedi, mais il a aussi pas les mêmes personnes, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, si la ville est assez grande, c'est pas aussi déconnant finalement d'aller aux deux marchés de la même ville. C'est faisable aussi ça. J'ai un Ça peut collègue qui paraître fait ça, ouais. bizarre. Ouais, Il fait le ouais, ça peut mercredi à paraître. Montélimar et le samedi à Montélimar. C'est les deux seuls qu'il fait qui Ben ont le ouais. marché. Et ouais, ça peut paraître bizarre, mais ouais, je connais plusieurs personnes qui font ça, ouais. Mhm. Mais ouais, les marchés, il faut tester, hein, de toute façon. Hein. Il ne faut pas rester bloqué sur notre idée de départ et il faut bouger, il faut en essayer plusieurs. Les premières années, finalement, on a un peu de temps, entre guillemets, tu vois, mais faut tester, quoi, et, pour voir le potentiel. Et ouais, comme tu disais, ouais, des fois, les places, c'est bouché. Ça, c'est jamais évident. C'est vrai que c'est du cas par cas dans chaque ville. Mais tu vois, nous, notre deuxième marché, on est arrivé, on était 9e producteur bio, je crois, 9e ou 10e producteur bio, sur une ville de 15 000 habitants. Donc, c'est tout petit. Hein. Euh, Malgré Neuvième ça, maraîcher, neuvième maraîcher bio? ouais. Ouais. Ah ouais? Donc je parle. Après, ouais, ouais. Après, on n'est pas une région de producteurs, donc finalement, il n'y a pas trop de producteurs de légumes autres. Il y en a quelques-uns qui viennent de plus loin, tu vois. Mais après, je prends tout confondu. Il y en a des tout petits stands, voilà. Mais ouais, c'est ça. Après, tout le monde n'est pas là toute l'année ou fait pas toute la saison. Il y en a qui viennent 4 mois l'été, etc. Mais je prends tout le monde. Malgré ça, nous, on est très contents de ce deuxième marché. C'est la deuxième saison. Je sais pas, on a dû faire 30, j'ai pas le chiffre là en tête, mais on a dû faire 30 000 sur ce marché, ça doit être un truc comme ça. Enfin, pour une deuxième année, c'était très correct, quoi. Euh, voilà. Mais ouais, deux marchés, c'est le top.
toi, c'est tout ce que tu fais, hein, c'est ça. Hein, tu fais 2 Ouais. marchés par semaine et c'est tes seuls 2 points de vente. Tu vends Ouais. rien d'autre Ouais. ailleurs, ni panier, ni restaurant. Non, on a tout arrêté. Enfin, il y avait les paniers il y a quelques années. La vente à la ferme, j'ai essayé, ça n'a jamais bien marché. Je fais pas partie de magasins de producteurs. Alors, j'ai des restaurants qui me prennent au marché, donc c'est des restaurants, mais finalement, c'est un client lambda. Voilà, à part que je lui fais une facture à la fin du mois. Mais bon, je vais avoir trois restos, mais c'est assez nouveau d'ailleurs. Finalement, c'est sur le nouveau marché. Euh, c'est tout. Voilà. Et après, il doit y avoir des fois, quand j'ai quelques stocks, mais c'est 1% du chiffre d'affaires, même pas qui part en magasin de producteurs en tant que dépôt vendeur, mais c'est vraiment anecdotique. Ok. Hmm. Ouais, de marché, ouais. Euh, c'est ça. Julien, t'as tes débouchés? Moi, pour l'instant, je fais juste du panier Ouais, le mardi. ok. Je fais du panier, mais bon, c'est trop irrégulier. Je suis pas sous forme d'un map, donc il y a pas Hmm. d'abonnement, donc ça dépend des semaines. Et Ouais, pour l'instant, ça correspond à ma production qui augmente tout petit à petit. Je sais pas, je dois être à 50% de ce que je veux atteindre réellement en termes de production. ouais, Et après, je bossais avec un restaurant qui prenait toutes les semaines aussi pas mal, mais là qui a des gros soucis. Et la là, merde. effectivement, j'ai acheté tout le matos pour intégrer un marché. J'ai tout ce qu'il faut. Là, je suis prêt. Il me Ok. reste plus qu'à m'entraîner un peu sur la balance. Je viens juste de trouver le mode formation là. J'ai galéré à Ah rentrer oui. dedans, mais c'est la balance que tu conseilles là Ah oui, que celle j'ai que j'utilise. pris. Ouais. D'accord. Et voilà, il faut que je m'entraîne un petit peu à faire quelques tickets. J'ai jamais fait encore de marché, donc c'est le saut dans Ouais, l'inconnu. Effectivement, on m'a conseillé. Moi, je suis à côté d'Agen. On m'a dit, il faut pas hésiter à aller sur le marché de Bordeaux où il y a vraiment du monde, pouvoir d'achat et c'est des marchés qui cartonnent apparemment. ouais. Après, c'est plus Donc dur d'y rentrer, hein, ouais, ben oui. sur les Du gros. coup, Ouais. pour l'instant, Après, je visais plutôt à Agen où il y aurait une place le samedi matin. ben, go, hein. À Agen, il y a plein de marchés. Il y en a un le mercredi, il y en a deux le samedi en même temps. Il y a le Ouais. marché bio, mais qui marche pas hyper bien. Il y a un marché Hmm. tout producteur, ce que je comptais plutôt intégrer. Et un Ouais, autre c'est marché mieux. dimanche, mais c'est une ville de 40 000 habitants, il y a beaucoup de marchés. Sans Mais compter ceux qui sont dans les villes aux alentours. ouais, c'est sûr. Bah, après, c'est sûr, c'est une ville, tu auras de la concurrence. Agen, il y a plein de producteurs, etc. Mais ouais, après, faut pas hésiter. C'est clair. Et puis, il faut faire sa demande. Je sais pas si t'as dû faire ça. Tu fais ta demande et puis après, il faut J'ai fait, s'imposer. Il faut y aller. Mais après, il faut pas attendre j'ai- la réponse. En fait, il faut y aller. Tu le sais. ouais. Ouais. Bah, je le savais pas jusqu'à que tu me le dises, mais moi j'attendais une réponse. Non, mais il n'y a pas de réponse. La réponse, J'attendais. il faut y aller, quoi. C'est Ouais, OK, ouais. tu vas, tu prends tous tes papiers, ton certificat bio, bon, ça, à la limite, ils s'en foutent. Mais ton assurance, ton attestation MSA qui dit que tu es producteur, comme ça, tu peux vendre sur les marchés. Ton assurance, Groupama ou autre, Pas comme mal, quoi ouais. tu as le droit de faire de la vente sur les marchés, et puis c'est tout, tu vois. Et comme ça, tu es en règle, parce que sinon, ils peuvent te dire, oh ben non, t'as pas tes papiers, on ne t'installe pas. Et puis surtout à cette saison-là, il faut, enfin, tu vois, je sais pas si tu veux y aller maintenant, mais il faut pas attendre le Bah, mois de mai ou juin, quoi. ouais, c'était ma prochaine question. Est-ce que Ben, il tu faut y aller conseilles, maintenant. Enfin, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. maintenant. En tout cas, Parce qu'il y a moins de maintenant, monde. il y a de la place. Mais oui, il y a de la place, donc déjà, tu vas pouvoir le placer, il va te placer. Il va te dire, ouais, bon, mais tu vas être en volant, en vacataire, tu vas commencer à connaître des gens, à connaître le placier. Il va peut-être te mettre un petit peu là, un petit peu là-bas, à droite, à gauche, et puis petit à petit, tu dis, voilà, moi je m'installe, ok, je suis nouveau, mais je veux une place fixe, tu vois. J'ai fait ma demande en mairie, est-ce que tu as une place fixe? Et voilà, c'est comme ça, quoi. Hmm. Et tu n'auras peut-être pas une place fixe de suite, ou tu vas peut-être avoir une place fixe un peu pourrie, et puis tu vas commencer à connaître le marché, comment il marche, et tu vas te dire, ouais, ben, en fait, il faudrait mieux que je bouge, et peut-être que l'année prochaine, tu vas bouger l'hiver, et tu vas essayer comme ça d'avancer, tu vois. Mais voilà, tu peux pas attendre qu'une place se libère et qu'on te dise, ben, tiens, viens, t'es un royal, tu vois, on parle des places royales. Non, ça, c'est pas possible. Enfin, ça va pas arriver, en fait. Parce que les gars qui sont là depuis tout le temps, ils vont les prendre avant toi, les places. Donc, il faut y aller. Après, sur les gros marchés type Toulouse, Bordeaux, c'est peut-être différent. Je sais pas comment ça marche. Je suis pas sûr qu'il y ait des places même l'hiver, tu vois.
Là, franchement, là, je peux pas dire. Après, normalement, les villes sont censées garder des emplacements pour justement les volants, comme tu dis, ou les passagers, comme on dit par chez moi. Ouais. Donc après, dans tous les cas, normalement, hein, je sais pas, hein, mais apparemment, la règle, ça serait d'avoir 10% de place toujours laissée pour des passagers. Même dans les grosses villes. Ouais, je sais pas. Et du coup, ouais, mais c'est possible. Et après, si c'est bien fait, c'est soit tiré au sort, soit heure d'arrivée, quoi. Mais bon, c'est un peu relou, quoi. C'est un peu relou de faire ça. C'est pour ça que des fois, les villes moyennes, type Agen, c'est quand même plus simple. Parce que après, la difficulté d'une très grosse ville type comme Bordeaux, c'est de fournir. C'est que si tu arrives et que tu n'as rien ou très peu et que tu t'installes à 8h et qu'à 8h30 tu n'as plus rien, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué à gérer au début. Ça, une très grosse ville, ça va être compliqué. Je pense que dans tous les cas, c'est compliqué. Enfin, moi, là, quand je vais faire mon premier marché à Agen, je sais absolument pas quoi emmener en termes de quantité de marchandises. Là, l'avantage du panier, c'est que ce qui est récolté, c'est vendu. J'ai pas de chambre froide encore, j'ai 2 frigos de kebab qui font le taf pour l'instant. C'est un démarrage d'activité. Il y en a qui démarrent à fond la caisse et ils font de suite des gros marchés. Voilà, moi tu vois, je te dis, moi, mon premier marché, j'ai fait 7,50 €. C'est la misère. C'est la misère. Tu vois, j'avais que dalle. Voilà, franchement, j'ose pas montrer des photos. Il faudrait, tu vois, parce que ça décomplexerait pas mal de personnes, tu vois. Mais c'était nul, tu vois. Mais franchement, voilà. Après, là, j'ai des collègues, maintenant, ils se sont installés première année. Ils ont attaqué le premier marché en juillet. Premier marché, ils ont fait 700 €, mais ils avaient un stand magnifique avec plein de tomates, plein de concombres, tu vois, vraiment un super stand. Et direct, tu vois, en première année, donc ça fait plaisir, tu vois. Mais bon, il y a un entre-deux, quoi, aussi. Donc, non, mais il faut se lancer, et puis c'est ça. En tout cas, physiquement, c'est mieux d'y aller maintenant que d'attendre le mois de mai ou juin, parce que même si tu as une meilleure production en mai-juin, ça va être compliqué de rentrer. Il y aura déjà les gars avec les melons, etc., etc. Ça permet de faire, je trouve, sa clientèle plus doucement aussi. Enfin, moi, j'ai bien aimé, moi aussi, pareil, mon télémarche, j'ai intégré, ça fait maintenant un peu plus d'1 an. C'est fin novembre. Et c'est bien, parce que ça permet de commencer plus doucement. Il y a moins de clientèle l'hiver, mais au moins, ça permet de commencer à faire sa petite clientèle. Parce que généralement, pour l'hiver, c'est les gens qui viennent vraiment au marché. Ceux qui viennent, c'est ceux les durs du marché, quoi. Carrément. C'est mon expérience. Ouais, mais c'est ça. Et puis, tu es vachement plus visible. Ouais. Tu seras plus visible l'hiver. Il y a moins de gens, il y a moins de forains, il y a moins de gens. Enfin, je sais pas comment c'est à Agen, mais quand même, c'est une grosse ville. Il doit y avoir du monde l'été, etc. Ça doit être compliqué. Tu dois être vite noyé quand même dans ce genre de marché. Et puis ça me laissera le temps de patauger un peu avec ma balance au début. Mais oui, il n'y a pas de. De toute façon, tu vas pas. Mais oui, c'est pas très très grave. Ouais. Et puis, de toute façon, dis-toi que les autres forains, ils ont tous passé par là. Tu peux te demander des conseils. Enfin, je sais pas comment c'est vous, mais nous, on a quand même une bonne entente entre forains et voilà, tu vois, ça se passe bien. Et au pire, tu m'enterrer sous un matelas. Moi, s'ils avaient pu m'enterrer sous un matelas pour pas que j'ai une place, ils l'auraient fait. Hein. Oh, ils sont pas cool, toi. Mais tu l'as eu quand même, ta place. Non, en fait, j'allais venir pour Julien, là. En fait, moi, j'ai pas eu de chance. C'est que mes légumes, je les mettais uniquement dans un magasin producteur. Et début octobre, en 10 jours, ils nous annonçaient qu'ils fermaient. Et j'avais que ce point de vente-là. Donc je suis allée au marché. Voilà, pour la petite anecdote, Julien, donc c'est vrai, il y a moins de monde, on nous voit bien et depuis octobre, là, j'augmente. Alors je fais pas encore des super chiffres, mais je vois qu'il y aura du potentiel pour le printemps. C'est une certitude, ouais. Ouais, c'est cool les marchés, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, il faut pas hésiter à apporter de la marchandise, hein. Moi j'avais tout ce qu'il fallait, hein, tout pour le magasin, tout pour l'hiver.
je vais pas en jeter parce que du coup j'en ai quand même vendu dans les collèges, tout ça, pour pas dire que voilà, je les ai bradés. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut avoir du produit. Si tu as une salade, 2 bottes de radis et puis une botte de betterave, voilà, c'est pas Ouais. chouette. Oui, non, mais, non, surtout qu'en plus, au pire, en ce moment, si j'ai trop récolté et que j'ai pas assez vendu, bah ça va. C'est un frigo dehors, de toute façon, en ce moment. Donc, Oui. ça sera pas Mais, perdu. il faut. Moi, j'y suis allée petit à petit et quand tu rentres avec toutes tes caisses vides, tu te dis que tu refais un peu plus la semaine d'après et puis Ouais. Ouais, carrément, il faut pas hésiter à mener un petit peu de volume quand même pour présenter. Quoi. Pas hésiter à prendre aussi un stand assez grand, tu vois. Moi, je suis un peu bloqué. Bon, après, le problème de prendre un stand trop grand, c'est que tu n'as pas toujours la place. Ils vont pas forcément te placer bien, mais moi, j'ai 6 mètres de stand et c'est limite, quoi. Il faut pas moins, quoi. Donc, faut pas se dire, ouais, au début, je vais prendre 2-3 mètres parce que je suis tout petit maraîcher et que, voilà, que j'ai pas grand-chose. Ah non, il faut demander 6 mètres et, parce que ça va aller vite. Rapidement, au pire, tu mettras que des cages de tomates s'il faut, mais rapidement, tu vas le remplir ton stand et tu seras visible, quoi. 6 Ouais, parce mètres, que j'ai envie de dire que c'est le minimum, j'ai l'impression. tu dois annoncer dès le début la taille dont tu as besoin. Mais en tout cas, quand tu vas demander ta place fixe, ouais, c'est combien de mètres. Même là, le premier marché va dire, tu as besoin de combien de mètres, tu vois. Parce que si tu as besoin de 4 mètres ou 25, il va pas te placer au même endroit, tu vois. Physiquement, il y a ils ont des des endroits, ça passe stands, pas. ouais, les stands sont mesurés déjà. Eh oui, Ouais. oui, ok. Oui, donc je sais pas les tables que tu as pris, tu vois, mais si, il va te dire combien tu as de mètres. Déjà, tu vas payer au nombre de mètres, et surtout, c'est physiquement où c'est que ça passe. Donc après, c'est plus facile d'avoir un stand de 6 mètres que d'avoir un stand de 12 mètres, tu vois, parce qu'il y a plus de possibilités d'avoir de la place. Ouais, j'ai pris trois tables. Trois tables et. Ouais, je peux en mettre un peu plus. Trois Mais tables. trois tables inclinées de parasol. Oui, donc ça fait 1,50 m chaque table, Mm. et tu auras peut-être une table à plat. Et j'ai une table à plat, ouais. Oui, donc ça fait 6 mètres. Mm. Moi, j'ai même 7,50 m, moi. Ouais. Mais moi, je suis en train J'ai d'essayer la de table négocier inclinée d'avoir aux un peu légumes plus. et la table où je mets la balance et puis les quelques produits transformés que je fais. Ouais. C'est pas mal une table plate en plus. Ouais. Bah, Mais du coup, là, quand tu on met ramènes la tout. balance, ça permet aux clients aussi de poser leurs affaires, ils aiment bien. Ça, c'est Ouais, avec leur cabas. Ça laisse un espace pour Ouais, poser des trucs. ouais, carrément. Ouais, ok. Bah, merci pour les conseils, hein. ben, avec plaisir. Je crois qu'on va s'arrêter là. Yes, moi tout Ouais. est ok, c'est super. Ouais, c'est pas mal. Ben, c'était cool. Trop bien. On a appris des trucs. Moi, j'ai appris des trucs en tout cas. On a appris les Super Z leader, 80%. Et de la danse aussi, c'est super. Ouais, voilà, trop bien. Bon, bonne soirée à tous. Après, de toute façon, ce Merci genre de beaucoup, Sylvain. visio, normalement, on le fait une fois par mois. Donc, voilà, si vous voulez revenir, c'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions, voilà, on peut se reposer un petit moment. À plus, bon courage bonne fête en tout cas. Bonne fin de Merci, saison Ouais, plutôt, bonne parce fête que à là, tous aussi. c'est cool. très bonne Reposer. fête. Merci. Moi, je vais me reposer là. À bientôt. À Ciao. plus. Ciao. Salut.